Au-dessus du repère du roi démon, la bataille finale entre l'humanité et les forces des ténèbres avait enfin touché à sa fin. Sur ce champ de bataille brutal, Heftal, qui était alors d'âge mûr, se tenait aux côtés de son groupe de héros. Ils avaient risqué leur vie face au gigantesque roi démon, un monstre d'une puissance écrasante, capable de broyer toute leur formation à la moindre petite erreur. Mais après d'innombrables attaques coordonnées de la part de ses camarades, Heftal trouva enfin l'ouverture décisive. Rassemblant toute sa mana, il déchaîna un sort de foudre d'une puissance extrême, frappant le roi démon de plein fouet. Un gigantesque éclair déchira le ciel, fracassant les ténèbres qui couvraient le champ de bataille et mettant définitivement fin à la vie du roi démon. La longue guerre entre l'humanité et la race démoniaque avait enfin pris fin. La paix avait été ramenée par les mains des héros eux-mêmes. Peu de temps après, dans la capitale royale, le roi organisa une grande cérémonie pour honorer ceux qui avaient sauvé le monde. Parmi les acclamations des citoyens et les regards admiratifs de la foule, les grands mages représentant les puissants éléments furent appelés un par un. Le feu, la terre, l'eau et le vent, chacun d'eux avait consacré sa puissance à la bataille. En raison de leur sacrifice, le roi décida de leur accorder le titre de souverain, un rang noble autrefois réservé uniquement à ceux du sang royal. Puis vint le tour d'Heftal, le mage qui avait utilisé la foudre pour porter le coup final. Le roi s'avança personnellement, posa une couronne sur sa tête et lui accorda le titre de souverain du tonnerre. Ce moment fit monter les larmes aux yeux d'Heftal. Après plus de 40 ans à consacrer toute sa vie à la magie, après tant d'années de combat, de recherche et d'efforts sans relâche, ses efforts avaient enfin été reconnus par le monde sous la forme la plus haute possible. Mais cette gloire n'était pas la fin du voyage d'Heftal. De nombreuses années plus tard, lorsque ses cheveux étaient devenus entièrement blancs et que la vieillesse avait laissé ses marques sur son visage, il devint professeur dans une académie de magie, continuant à transmettre ses connaissances à la génération suivante. Dans la salle de classe, Heftal guidait ses jeunes élèves alors qu'il maintenait un cercle magique de 4e niveau. Il observait patiemment chaque mouvement de leur mana. Il était strict mais doux, comme quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour comprendre que les fondations étaient la partie la plus importante de la magie. Parmi ses élèves se trouvait Merlin, une jeune fille qui regardait toujours Heftal avec admiration et un fort désir d'aller encore plus loin. Après avoir terminé son devoir, Merlin supplia immédiatement son professeur de la laisser apprendre la magie de 6e niveau. Elle croyait que si elle devenait plus forte, elle pourrait devenir sa disciple numéro 1. Cette demande rappela à Heftal le passé. De nombreuses années auparavant, sur un champ de bataille en ruine après un affrontement féroce, il avait entendu le cri d'un nouveau-né parmi les décombres. Ce bébé, c'était Merlin. Même s'il savait qu'elle portait le sang de la race démoniaque, l'ennemi juré de l'humanité, Heftal ne pouvait pas abandonner une vie aussi fragile. Il la porta hors du champ de bataille, la ramena chez lui et l'éleva comme sa propre enfant. C'est pourquoi, pour Heftal, Merlin n'était pas seulement son élève, elle était l'enfant qu'il avait personnellement sauvé des ténèbres de la guerre. Il comprenait son potentiel mieux que quiconque, mais il savait aussi qu'un pouvoir accordé trop tôt pouvait facilement amener son utilisateur à en perdre le contrôle. Profondément soucieux de Merlin, Heftal refusa doucement sa demande de sauter des niveaux. Il lui dit de d'abord maîtriser correctement la magie de 4e niveau. Ce n'est que lorsque ses fondations seraient assez solides qu'elle pourrait atteindre des niveaux supérieurs sans se mettre en danger. Mais Merlin n'était encore qu'une jeune fille qui voulait désespérément se prouver. Elle ne voulait pas rester éternellement protégée par son professeur. Plus encore, elle ne supportait pas de regarder Heftal vieillissant continuer à porter chaque fardeau seul. Alors, malgré l'avertissement de son professeur, Merlin prit secrètement son bâton et se rendit seul dans la forêt interdite. La seule pensée dans son esprit était que si elle pouvait vaincre le monstre dans la grotte de ses propres mains, elle prouverait qu'elle était la plus grande disciple du souverain du tonnerre. Elle croyait qu'en devenant plus forte et en accomplissant quelque chose de vraiment grand, elle pourrait prendre en charge une partie des lourdes responsabilités d'Heftal, permettant au professeur qu'elle respectait si profondément de se reposer enfin l'esprit tranquille. Mais au moment où Merlin pénétra dans les profondeurs de la forêt, elle rencontra une gigantesque bête magique sous la forme d'un loup rouge. Face à la terrifiante pression du monstre, Merlin lança immédiatement la magie de 4e niveau qu'elle venait d'apprendre. Cependant, son attaque ne put causer aucun dommage significatif. Ce n'est qu'alors que la jeune fille réalisa enfin qu'elle avait été bien trop confiante. L'ennemi devant elle n'était pas un monstre qu'une jeune élève pouvait affronter seule, et tout ce qu'elle avait préparé était loin d'être suffisant pour lui sauver la vie. Le gigantesque loup rouge se lança rapidement à sa poursuite. La peur jeta les pas de Merlin dans le chaos. Alors qu'elle tentait désespérément de fuir, elle trébucha et tomba juste devant les griffes de la bête. Au moment où elle allait être tuée, son professeur apparut. Voyant Merlin faillir perdre la vie à cause de son impatience, Heftal ne put s'empêcher de la gronder d'une voix sévère. Mais même en réprimandant son élève, il ne montrait aucune crainte face à la gigantesque bête devant lui. D'un simple geste de la main, Heftal lança calmement un sort de magie de 10e niveau. Une lumière brillante explosa instantanément à travers la forêt, détruisant le monstre si facilement que Merlin ne put que rester là, bouche bée, dans un silence stupéfait. Pour Merlin, c'était le pouvoir absolu du plus grand professeur du monde. Mais pour Heftal,
Ce moment était une leçon qu'il voulait qu'elle n'oublie jamais, l'impatience ne crée qu'une force fragile, et plus quelqu'un se précipite vers le sommet, plus il est facile de perdre les fondations qui importent le plus. Après l'incident dans la forêt interdite, Merlin fut ramené à l'académie. Elle se sentait encore coupable d'avoir désobéi à son professeur, mais au fond d'elle-même, son inquiétude pour Eftal ne faisait que grandir. La raison pour laquelle elle avait agi si imprudemment n'était pas simplement de se prouver, c'est qu'elle avait déjà remarqué son état de santé déclinant. Lorsque Merlin apporta de l'eau à son professeur, elle vit accidentellement Eftal cracher du sang. Cette scène fit déborder l'anxiété qu'elle avait cachée. Elle admit qu'elle savait que la maladie d'Eftal s'aggravait, c'est pourquoi elle voulait devenir forte aussi vite que possible pour prendre en charge ses fardeaux. En entendant cela, Eftal ne fut plus en colère. Il tapota doucement la tête de Merlin et admit qu'il ne lui restait vraiment plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il voulait utiliser ses jours restants pour former des successeurs talentueux, des personnes qui pourraient continuer à marcher plus loin sur le chemin qu'il n'avait jamais pu compléter. Merlin s'y opposa immédiatement. À ses yeux, Eftal était le souverain du tonnerre, l'homme le plus puissant du monde, un mage capable de lancer de la magie de 10e niveau aussi facilement que de respirer. Elle ne pouvait pas accepter l'idée qu'il se voit comme quelqu'un ayant des limites. Mais au fond de lui, Eftal comprenait la vérité mieux que quiconque. Le titre de souverain du tonnerre pouvait lui attirer l'admiration du monde entier, et l'exploit d'avoir vaincu le roi démon pouvait faire de lui un héros, mais il n'avait jamais été un vrai génie. Comparé à de brillants jeunes gens comme le souverain de la flamme, des prodiges qui atteignaient naturellement le sommet grâce à leur talent inné, Eftal comprenait qu'il n'était que quelqu'un qui avait été forcé de lutter désespérément. Il avait dû travailler des dizaines, voire des centaines de fois plus dur que les autres juste pour se tenir sur ce champ de bataille. Alors que l'atmosphère entre le professeur et l'élève devenait lourde, un élève se précipita dans la pièce avec une nouvelle stupéfiante. Le souverain de la flamme avait enfin complété la théorie derrière la solution de test d'aptitude magique, une étude longtemps considérée comme impossible. La nouvelle attira immédiatement l'attention d'Eftal. Si cette théorie était réelle, l'humanité pourrait enfin mesurer l'aptitude magique d'une personne par une méthode claire, au lieu de se fier uniquement à l'instinct ou aux exploits au combat. Sans hésitation, Eftal commença à préparer la solution de test. La méthode de test elle-même était très inhabituelle. Tout ce qu'ils avaient à faire était de prendre un cheveu du sujet, puis de le placer dans 4 tubes à essai remplis d'eau magique correspondant aux 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et le vent. En fonction de la réaction de lumière et de couleur dans chaque tube à essai, l'aptitude d'une personne pouvait être évaluée par rang, de E comme le plus bas à S comme le plus haut. Merlin fut la première à être testée, et ses résultats stupéfièrent tout le monde. Son aptitude pour l'eau et le vent atteignit toutes les deux le rang S, son aptitude pour la terre atteignit le rang B, et même son aptitude pour le feu atteignit le rang C, un résultat incroyable pour une élève aussi jeune. Ces chiffres prouvaient ce qu'Eftal avait toujours cru, Merlin était vraiment une enfant au potentiel extraordinaire. Tant qu'elle serait correctement formée, elle pourrait atteindre un domaine que même la génération d'Eftal n'aurait peut-être jamais pu toucher. Mais immédiatement après, l'excitation des élèves se tourna vers Eftal lui-même. Tout le monde voulait savoir à quel point l'aptitude magique de l'un des 4 souverains serait terrifiante. À leurs yeux, le souverain du tonnerre produirait sûrement des résultats bien au-delà de tout le monde. Eftal hésita d'abord, mais en fin de compte, il accepta de passer le test car il voulait aussi connaître la réponse. Même s'il avait passé toute sa vie aux côtés de la magie, et même s'il s'était battu jusqu'au bout pour être reconnu, il s'était toujours demandé s'il possédait même la plus petite trace de talent naturel. Il comprenait qu'il ne pouvait pas atteindre le sommet de la magie en marchant sur le chemin d'un génie. Mais après plus de 40 ans d'efforts sans fin, un minuscule espoir demeurait encore dans le cœur d'Eftal. Peut-être n'était-il pas complètement vide, après tout. Mais lorsque le cheveu d'Eftal fut déposé dans les 4 tubes à essai, aucune lumière n'apparut. Aucune couleur ne changea. Les 4 tubes à essai restèrent transparents et silencieux, d'une manière qui semblait presque cruelle. En cet instant, toute la pièce sombra dans un silence total. Eftal ne pouvait que fixer le résultat devant lui, le résultat qui niait l'ultime espoir qu'il avait secrètement gardé dans son cœur. Puis, la voix choquée d'un élève retentit alors qu'il lisait le document de théorie, incolore et transparent, ce qui signifie « aucune aptitude ». Cette seule phrase transperça directement le cœur du souverain du tonnerre. L'homme qui avait autrefois sauvé le monde, vaincu le roi démon et été honoré comme l'un des 4 souverains, venait de découvrir qu'il n'avait absolument aucune aptitude magique. L'amertume de cette vérité était accablante. La gloire de toute la vie d'Eftal n'était pas venue du talent, mais de l'effort désespéré d'un homme qui n'avait jamais été béni par le ciel. Et cette cruelle vérité conduirait directement au regret de ses derniers jours, entraînant sa décision de se réincarner afin de défier une nouvelle fois le sommet de la magie. De nombreux jours plus tard, Eftal était alité durant les derniers jours de sa vie. Son corps s'était complètement affaibli, et sa respiration devenait faible. Mais dans ses yeux vieillis, le regret qu'il portait ne disparaissait jamais. Même si le monde le louait comme un héros, Eftal ne pouvait pas quitter cette vie en paix. Ce qu'il tenait dans ces derniers instants n'était pas la satisfaction, mais le ressentiment d'un mage qui n'avait jamais atteint le vrai sommet de la magie.
Des larmes coulaient de ses yeux alors qu'il répétait sans cesse qu'il ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas accepter qu'une vie entière d'efforts ne puisse toujours pas surpasser le talent naturel. Il ne pouvait pas accepter qu'après avoir tout sacrifié, il soit encore retenu par ses propres limites, manquant de temps avant de pouvoir faire un pas de plus vers son rêve. Et puis, le souverain du tonnerre Eftal mourut. Mais son âme ne disparut pas complètement. Grâce à une compétence cachée appelée « cycle de réincarnation », qu'il avait obtenue 50 ans plus tôt, Eftal ouvrit les yeux dans un espace indéfini. Là, une déesse attendait pour le guider vers une nouvelle vie. La déesse reconnut la volonté incroyablement persistante d'Eftal, une âme rejetée par le talent lui-même, une âme qui était morte avec des regrets, mais qui refusait encore de lâcher le désir d'atteindre le sommet. Elle lui dit qu'il serait réincarné une fois de plus. Ce serait sa troisième vie, une nouvelle chance de recommencer et de poursuivre le rêve qu'il avait laissé inachevé. Non seulement cela, mais la déesse prévoyait également de lui accorder des capacités spéciales, comme le pouvoir de doubler sa vitesse de croissance, pour rendre sa nouvelle vie plus facile. Mais Eftal sourit et refusa. Pour lui, la chose la plus importante n'était pas un privilège, une récompense ou un raccourci pour devenir un génie. Il dit que toutes les connaissances magiques qu'il avait accumulées tout au long de sa vie étaient déjà dans son esprit. Ce dont il avait vraiment besoin maintenant, c'était seulement du temps. Tant qu'il en aurait assez, Eftal continuerait à rechercher, à s'entraîner et à avancer de ses propres mains, comme il l'avait toujours fait. Après avoir conclu son accord avec la déesse, Eftal se réveilla dans le corps d'un garçon de 4 ans. Cette fois, il était né dans une famille paisible, avec une mère douce qu'il aimait profondément. Au début, ses souvenirs étaient encore flous. Mais lorsqu'il courut vers le miroir et vit le jeune visage reflété devant lui, chaque souvenir de sa vie en tant que souverain du tonnerre lui revint en mémoire d'un seul coup. La bataille contre le roi démon, la cérémonie royale, l'académie de magie, Merlin, et l'amère moment où il apprit qu'il n'avait aucune aptitude. Eftal comprit qu'il s'était vraiment réincarné, et la chance qu'il avait autrefois tant désirée était enfin devant lui. Mais même après avoir commencé une nouvelle vie, l'obsession pour l'aptitude ne disparut jamais. La première chose qu'Eftal fit fut de recréer la solution de test d'aptitude magique de ses propres mains pour tester son corps actuel. Sur le paisible champ herbeux, il déposa son propre cheveu dans les 4 tubes à essai, gardant encore un petit espoir dans son cœur. Peut-être que dans cette nouvelle vie, le destin lui donnerait un résultat différent. Mais la réalité ne changea pas. Les 4 tubes à essai restèrent transparents. Ils ne brillèrent pas, ne changèrent pas de couleur, et aucune réaction magique n'apparut. Cela signifiait que même après la réincarnation, Eftal était toujours incolore, toujours quelqu'un sans aucune aptitude magique naturelle. Il s'allongea sur l'herbe et regarda tranquillement le ciel. Une légère inquiétude s'éleva dans son cœur. S'il n'avait toujours pas de talent, cette vie répéterait-elle simplement la même tragédie? Même s'il avait eu plus de temps, serait-il encore arrêté par le mur du génie une fois de plus? Mais avant qu'Eftal ne puisse s'enfoncer davantage dans ses pensées, le ciel au-dessus de la capitale royale s'assombrit soudainement. Un gigantesque dragon aux yeux rouges lumineux apparut. Ses ailes couvraient le ciel, et l'aura terrifiante se déversant de son corps jeta toute la région dans le chaos. Les chevaliers à cheval réalisèrent rapidement que la différence de puissance était bien trop grande. Ils n'avaient aucune chance de combattre un tel monstre, et leur formation se disloqua instantanément alors qu'ils se retournaient et fuyaient dans la panique. Au début, Eftal pensa aussi qu'un enfant de 4 ans comme lui ne pourrait absolument rien faire. Son corps actuel était beaucoup trop petit, et sa mana n'aurait pas dû être suffisante pour affronter un gigantesque dragon. Mais à l'instant suivant, ses yeux changèrent. Même si son corps actuel n'était que celui d'un enfant, à l'intérieur d'Eftal vivait encore l'âme du souverain du tonnerre, l'homme qui avait vaincu le roi démon, passé toute sa vie à rechercher la magie et créer des sorts originaux de ses propres mains. Il décida d'essayer d'utiliser la magie originale de sa vie précédente. Un gigantesque cercle magique vert apparut instantanément dans le ciel. La mana se rassembla violemment en un seul instant, et un éclair destructeur fila droit vers le dragon. Le sort de 10e niveau frappa si vite que personne ne put réagir. Le gigantesque dragon, qui venait de jeter toute la capitale royale dans la peur, fut instantanément abattu du ciel. Tous ceux qui furent témoins de la scène en restèrent bouche bée. Sous leurs yeux, un enfant de 4 ans avait détruit un dragon d'un seul sort. Quant à Eftal, il regarda tranquillement ses petites mains, puis sourit dans un étonnement complet. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa la vérité la plus importante, même s'il s'était réincarné dans le corps d'un enfant, il avait conservé tout le pouvoir magique qu'il possédait au sommet de sa vie précédente. En d'autres termes, Eftal n'avait pas seulement emporté ses souvenirs et ses connaissances, il avait également emporté la mana, les techniques et l'expérience de combat du souverain du tonnerre dans cette nouvelle ère. Même s'il était encore incolore, et même s'il n'avait toujours aucun talent naturel, cette fois, Eftal ne repartait pas de zéro. Et à ce moment-là, la prochaine vie du souverain du tonnerre commença véritablement. L'homme autrefois rejeté par le talent utiliserait désormais toutes les connaissances, l'expérience et le pouvoir qu'il avait accumulé dans le passé pour marcher une nouvelle fois sur le chemin menant au sommet de la magie. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'Eftal avait éveillé les souvenirs de sa réincarnation. Le jeune garçon s'était progressivement habitué à sa nouvelle vie,
et après avoir enquêté discrètement sur son entourage, Heftal confirma enfin une vérité importante. Ce monde se trouvait 400 ans après l'ère dans laquelle il avait autrefois vécu. En d'autres termes, les exploits du souverain dieu du tonnerre étaient depuis longtemps devenus de lointaines légendes. Et Heftal lui-même était né comme un enfant traité comme un fardeau indésirable par ses propres descendants. À cette époque, la personne qui rendait souvent visite à Heftal et à sa mère était Phrasié, son demi-frère aîné. Chaque mois, Phrasié leur apportait discrètement des frais de subsistance, permettant à Heftal et à sa mère de continuer à survivre dans cette terre reculée. À travers la narration d'Heftal, la vérité sur ses origines familiales fut lentement révélée. Son père était un personnage important dans le royaume d'Azur. Non seulement cela, mais il était aussi un descendant du souverain dieu du tonnerre. En d'autres termes, il était un descendant de l'ancien moi d'Heftal. Sur le papier, cela semblait être une lignée incroyable. Mais le problème était que la mère d'Heftal n'avait aucune aptitude magique. Et dans une société qui vénérait la magie, cela seul suffisait à la faire mépriser. L'épouse légitime de la famille ne la respectait pas. Les autres personnes du foyer ne la traitaient pas non plus avec dignité. En fin de compte, Heftal et sa mère furent poussés dans cet endroit isolé, forcés de vivre comme des étrangers au sein de leur propre famille. Heftal n'avait jamais même été reconnu par son père biologique. Il n'avait jamais rencontré l'homme en personne. L'ironie était presque cruelle. Cette famille prétendait fièrement porter le sang du souverain dieu du tonnerre, tandis que le vrai souverain dieu du tonnerre lui-même avait été mis de côté et oublié. Phrasié, cependant, était différent. Il était le deuxième fils de l'épouse officielle du duc Alco, mais il ne rejoignit pas le reste de la famille pour haïr Heftal et sa mère. Au contraire, il veillait discrètement sur eux. Il les aidait financièrement et se souciait également de l'avenir de son jeune frère. Quand Heftal dit qu'il voulait un jour fréquenter l'académie de magie dans la capitale impériale, sa mère fondit immédiatement en larmes. À ses yeux, ce chemin avait déjà été bloqué depuis le tout début. La raison était simple. Le système de test magique de cette ère avait déjà conclu qu'Heftal n'avait aucune aptitude, tout comme sa mère. Pour une personne ordinaire, ce résultat était presque une condamnation à mort pour le rêve de devenir un mage. Et c'était encore pire pour Heftal, car il était né dans une famille qui croyait que la magie était tout. C'est pourquoi sa mère et Phrasié voulaient tous deux qu'il change de direction et se concentre sur l'escrime à la place. Phrasié lui conseilla même que s'il entrait à l'académie militaire, il pourrait encore avoir un très bel avenir. Phrasié lui-même avait autrefois été diplômé en tête de l'académie militaire, il comprenait donc très bien le système militaire actuel. À l'époque, l'armée accordait une grande valeur aux mages épéistes. C'étaient des combattants qui pouvaient utiliser des épées au combat tout en se soutenant avec de la mana sur le champ de bataille. Mais pour Heftal, ce n'était pas le chemin qu'il voulait vraiment. Lors des séances d'entraînement en extérieur, Phrasié enseigna personnellement à Heftal l'escrime et les connaissances militaires. Et comme prévu, Heftal apprit extrêmement vite. Son talent pour l'escrime était aussi très bon. S'il choisissait ce chemin, son avenir ne serait définitivement pas mauvais. Cependant, plus il s'entraînait, plus Phrasié remarquait un problème. Les mouvements d'Heftal avaient toujours un léger excès. Ce n'était pas parce qu'il était mauvais avec l'épée. C'est parce que son cœur n'avait jamais vraiment été mis dans la lame. Même si son corps actuel n'était que celui d'un enfant, à l'intérieur d'Heftal vivait encore l'âme d'un grand sage qui avait passé toute sa vie à poursuivre le chemin de la magie. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il docilement renoncer à la magie juste parce que quelques tubes à essai disaient qu'il n'avait aucun talent? Alors quand Phrasié dit une nouvelle fois qu'Heftal n'était pas fait pour le chemin de la magie, Heftal rejeta directement l'idée. Il voulait entrer à l'académie de magie. Il voulait continuer le chemin du grand sage. Il voulait avancer sur le rêve laissé inachevé dans sa vie précédente. Et puis, Heftal dit quelque chose qui commença à ébranler la logique de toute cette ère. Il était vrai qu'il n'avait aucune aptitude. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas de mana. Et cela ne signifiait certainement pas qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Pour Heftal, l'académie de magie n'était pas seulement une école. C'était aussi le seul endroit qui pourrait contenir des indices sur pourquoi la magie était devenue si étrange après 400 ans. Et plus important encore, cela pourrait l'aider à comprendre comment quelqu'un sans aptitude pourrait dépasser ses propres limites. Voyant que son entêté petit frère ne voulait pas abandonner, Phrasié décida de poser une condition. Si Heftal pouvait recréer même une partie de la magie que Phrasié était sur le point de lancer, Phrasié lui écrirait personnellement une lettre de recommandation pour entrer à l'académie de magie. Après avoir dit cela, Phrasié leva sérieusement la main et commença à chanter une incantation. Il invoqua l'esprit du vent Sylphie, puis libéra une lame tranchante de vent qui trancha la base d'un arbre devant eux. Pour les gens de cette ère, c'était probablement une très solide démonstration de magie. Mais aux yeux d'Heftal, sa faiblesse était douloureusement évidente. Le simple fait de chanter l'incantation avait déjà considérablement ralenti la vitesse d'invocation. Quand ce fut le tour d'Heftal, il n'ouvrit même pas la bouche pour chanter. Il contrôla simplement légèrement sa mana. À l'instant suivant, une pression massive de vent éclata. Elle ne se contenta pas de couper l'arbre. Elle arracha l'arbre entier du sol. Phrasié se figea sur place. Parce que ce qu'Heftal venait d'utiliser n'était pas une technique ordinaire. C'était l'invocation sans incantation, une méthode d'utilisation de la magie sans réciter d'incantation. Dans l'ère actuelle,
Seuls les sages qui s'étaient entraînés pendant des décennies pouvaient espérer atteindre ce niveau. Et pourtant, l'enfant devant lui l'avait fait aussi désinvolte que d'enlever de la poussière de sa manche. Réalisant qu'il était allé un peu trop loin, Eftal essaya rapidement de dissimuler la chose. Il prétendit qu'il avait accidentellement utilisé de la magie de 4e niveau. Mais cela ne fit que choquer encore plus Frazier. Selon les normes de cette ère, la magie de 4e niveau était déjà considérée comme extrêmement avancée. Pour Eftal, cependant, la magie de 4e niveau n'était que de la magie basique d'il y a 400 ans. Puis, avant qu'il ne puisse se retenir, Eftal révéla accidentellement qu'il pouvait même utiliser de la magie de 10e niveau. Cette fois, l'esprit de Frazier se ferma complètement. Il s'évanouit sur place. La raison était facile à comprendre. Dans l'ère actuelle, la magie de 10e niveau avait déjà été classée comme une technique perdue. Elle n'existait presque que dans les livres et les légendes. Pendant que Frazier était inconscient, Eftal en profita pour vérifier les livres à nouveau. Et la vérité ne fit que le rendre plus certain. La civilisation magique de ce monde avait gravement décliné. Des sorts qui avaient autrefois été considérés comme de bas niveau à son époque étaient maintenant traités comme de la magie avancée. L'invocation sans incantation, qui avait autrefois été une fondation de base pour les mages de combat, était devenue un luxe que même les sages nécessitaient des décennies d'entraînement rigoureux pour atteindre. Eftal comprit que s'il continuait à révéler ses capacités aussi imprudemment, les gens pourraient commencer à soupçonner la vérité de sa réincarnation. Il choisit donc immédiatement de cacher sa vraie force. Quand Frazier se réveilla, Eftal dévia désinvolte l'histoire. Il dit que la magie de Frazier avait été si puissante que l'arbre avait rebondi et l'avait frappé à la tête, le faisant s'évanouir. C'était une excuse grossière. Mais dans les circonstances, avec Frazier se remettant encore du choc, cela fonctionna d'une certaine manière. Après cet incident, Eftal décida de suivre temporairement le chemin militaire que tout le monde attendait de lui. Quant à sa recherche sur la magie, il continuerait cela en secret. Pour le dire simplement, en apparence, il étudierait le domaine choisi par sa famille. Mais dans les coulisses, il continuerait discrètement à poursuivre sa vraie passion. Même si Eftal s'était temporairement éloigné de l'académie de magie, sa nature compétitive n'avait pas du tout disparu. Surtout sous l'influence de la compétence, indomptable, de sa vie précédente, il commença à se fixer un nouvel objectif. S'il devait apprendre l'épée, alors il deviendrait le mage épéiste le plus puissant. Afin de tester la vraie capacité d'Eftal, Frazier invita Moria. Moria était l'ancien capitaine de l'ordre des chevaliers du royaume d'Azur. C'était le genre d'homme dont la seule présence pouvait changer l'atmosphère. Au moment où le match commença, Eftal ressentit immédiatement la différence. L'intention meurtrière, la vitesse, l'expérience et la pression de Moria étaient toutes bien au-delà de ce qu'un enfant ordinaire pouvait endurer. Forcé dans une position difficile, Eftal n'eut d'autre choix que d'utiliser le renforcement physique pour suivre les mouvements de son adversaire. À ce moment-là, Frazier expliqua également quelque chose à Moria. La partie terrifiante chez Eftal n'était pas l'aptitude magique reconnue par le système. C'était la fluidité avec laquelle il contrôlait la mana à l'intérieur de son corps. La façon dont il faisait circuler la mana était si fluide qu'elle ressemblait au travail d'un guerrier chevronné. Mais Eftal lui-même comprenait très bien la vérité. Ce n'était pas un talent naturel. C'était l'expérience d'un grand sage qui avait passé toute une vie à contrôler la mana. Même ainsi, dans la pure escrime, Eftal était encore écrasé par Moria. Moria décela ses faiblesses très rapidement. Son corps était encore trop petit. Il n'avait pas assez de taille. Ses muscles manquaient de force. Et sa technique n'était pas encore assez polie pour affronter Moria sérieusement. Si Eftal voulait vraiment le combattre, il aurait besoin d'au moins 3 années de plus. Mais Eftal n'était pas le genre de personne qui accepterait la défaite juste à cause de désavantages physiques. Au moment où il fut acculé dans un coin, il n'utilisa pas de magie. Il n'essaya pas non plus de s'opposer à l'épée de Moria avec la force brute. Au lieu de cela, il utilisa soudainement une technique physique de sa vie précédente. Il emprunta la force de son adversaire et jeta Moria à terre. C'était une projection d'épaule propre. Si propre que même Moria dut admettre sa défaite lors du test. Ce n'est qu'alors que Frazier révéla la véritable identité de Moria. Il n'était pas seulement l'ancien capitaine de l'ordre des chevaliers. Il était aussi le directeur de l'académie militaire du royaume d'Azur. En d'autres termes, en se faisant reconnaître par Moria, Eftal s'était officiellement assuré une place à l'académie militaire dès ses 15 ans. Le temps continua de passer. Eftal avait maintenant 14 ans. Il ne lui restait plus qu'1 an avant d'atteindre l'âge adulte dans ce monde. Bien qu'en apparence il suive le chemin militaire, il n'avait jamais abandonné la magie. Par les jours de tempête, Eftal testait discrètement la magie de foudre de 10e niveau. C'était le pouvoir même qui lui avait autrefois valu le titre de souverain dieu du tonnerre dans sa vie précédente. Cependant, ces expériences l'aidèrent aussi à découvrir un nouveau problème. Lors de l'invocation de magie de 9e et 10e niveau, il y avait toujours un léger délai avant que le sort ne s'active réellement. Pour quelqu'un d'autre, cela aurait pu sembler un détail mineur. Mais pour Eftal, un mage qui avait autrefois vécu et qui était mort sur le champ de bataille, ce délai pouvait devenir une faiblesse fatale. Il comprit aussi que sans attribut,
une recherche plus approfondie sur la magie dans ce monde serait extrêmement difficile. C'est pourquoi le vrai plan d'Eftal n'avait pas changé. Une fois qu'il aurait 15 ans, il quitterait la maison et irait à l'académie de magie par lui-même. Juste à ce moment-là, Frazier lui apporta de nouvelles informations. Le père biologique d'Eftal avait enfin accepté de le rencontrer. Quand la mère d'Eftal apprit la nouvelle, elle pleura d'émotion. Elle croyait que toutes les années que son fils avait passées à travailler dur dans l'entraînement militaire l'avaient enfin aidé à obtenir la reconnaissance de la famille. Eftal, cependant, comprit très clairement que cette rencontre ne signifiait rien pour lui. Même ainsi, il décida d'y aller quand même. Il ne voulait pas décevoir sa mère et Frazier. Au manoir Alco, l'homme connu comme le père d'Eftal apparut avec une attitude froide et impitoyable. Le duc Alco n'avait aucune intention de le reconnaître comme son fils. Il n'y a même carrément leur relation père-fils. À ses yeux, Eftal n'était rien de plus qu'une honte pour la famille. Un enfant qui portait le sang du souverain dieu du tonnerre, mais qui n'avait absolument aucune aptitude magique. Dans cette même pièce, Eftal vit le portrait du souverain dieu du tonnerre accroché au mur. Et la personne dans le portrait n'était autre que l'apparence d'Eftal dans sa vie précédente. La scène était presque douloureusement ironique. Toute la famille inclinait la tête en adoration devant l'image du souverain dieu du tonnerre. Mais quand le vrai souverain dieu du tonnerre se tenait juste devant eux, ils le rejetaient comme défectueux simplement parce que son test d'aptitude ne montrait rien. Le vrai but de la rencontre fut bientôt révélé. Le duc Alco n'avait pas appelé Eftal pour le reconnaître. Il l'avait appelé pour annoncer qu'à partir de ce moment-là, la famille couperait tout soutien financier à Eftal et à sa mère. La raison qu'il donna était simple. Eftal s'était déjà assuré une place d'admission spéciale à l'académie militaire. L'académie fournissait nourriture et logement gratuits. À partir de la 3e année, elle versait même un salaire. Par conséquent, la famille n'avait plus besoin de dépenser de l'argent pour lui. Pour la mère d'Eftal, qui avait à peine survécu grâce à cette petite allocation, c'était comme un coup direct contre son seul moyen de subsistance. Mais pour Eftal, la question ne s'arrêtait pas là. Le duc Alco appela alors un autre de ses fils, Joachim. Il ordonna à Joachim de tester la force d'Eftal, sous prétexte de s'assurer qu'Eftal ne déshonorerait pas la famille après être entré à l'académie militaire. Au moment où Joachim s'avança, il ne prit même pas la peine de cacher son hostilité. Il qualifia le test de pas différent que d'entraîner un chien. Ses yeux et son intention meurtrière rendaient clair que ce n'était pas un simple examen. Eftal comprit immédiatement. Cette rencontre n'avait jamais été une question de reconnaissance. Elle n'avait jamais été une question de famille. Depuis le tout début, c'était un piège déguisé en test. Et Joachim était celui qu'on avait fait sortir pour l'écraser devant toute la famille. Le duel au manoir Alco commença avec l'avertissement inquiet de Frazier. Il dit à Eftal que Joachim avait autrefois été un maître épéiste avec de rares accomplissements durant ses années d'école, et que si les choses semblaient dangereuses, Eftal devrait se rendre immédiatement. Mais le problème était que l'âme à l'intérieur de ce garçon de 7 ans était l'empereur dieu du tonnerre, celui qui s'était autrefois dressé contre le roi démon. Cet avertissement semblait donc étrangement inversé dès le début. Joachim n'avait aucune idée de qui il était sur le point d'affronter. Il lança à Eftal une épée en bois spécialement durcie et le menaça de lui briser les os et d'écraser son crâne. Mais ce qui mit vraiment Eftal en colère n'était pas l'épée, c'étaient les insultes visant directement Iria. Joachim l'appela une truie et parla grossièrement de la façon dont elle avait autrefois été favorisée. En cet instant, l'âme du grand sage atteignit sa limite. Insulter une mère devant son fils est déjà dangereux, mais le faire devant un fils qui était autrefois l'empereur dieu du tonnerre, c'est essentiellement choisir le chemin le plus rapide vers la destruction. Au moment où Joachim chargea en avant, Eftal activa immédiatement le renforcement physique. Avec une vitesse terrifiante, il réduisit la distance et jugea calmement que le titre de maître épéiste de Joachim n'avait certainement été rien de plus que de la décoration, car son épée était lente et pleine d'ouverture. D'un seul coup direct, Eftal brisa l'épée en bois de Joachim et l'envoya voler, le faisant perdre connaissance sur le champ, juste devant les yeux stupéfaits de Frazier, qui venait de finir d'avertir son petit frère d'être prudent. Eftal baissa son épée et se tint devant Joachim, qui gisait sur le sol comme des détritus, puis l'avertit froidement que s'il osait jamais insulter sa mère à nouveau, les choses ne se termineraient pas avec un simple knock-out. Après cela, il se retourna et rassura doucement Iria comme si rien de grave ne s'était passé. Avant de partir, il s'inclina même poliment et remercia le duc Alco de les avoir invités. C'était une scène où Eftal vainquit son adversaire tout en maintenant des manières parfaites, laissant le duc trembler et transpirer, parvenant à peine à grogner qu'Eftal devait faire de son mieux à l'académie militaire pour préserver ce qui restait de dignité. 2 semaines après ce duel choquant, la vie d'Eftal et de sa mère retourna inopinément à la paix. Lors d'un dîner avec sa tarte préférée faite par Iria, Eftal pensa que la famille Alco essaierait sûrement de se venger après la défaite humiliante de Joachim. Mais toutes ses prédictions disparurent quand des coups urgents retentirent dans la soirée. Iria ouvrit la porte et se figea devant le spectacle qui s'offrait à elle. Un homme robuste à la moustache soutenait Frazier pour entrer dans la maison. Frazier était grièvement blessé et épuisé, mais il tenait encore fermement un nourrisson endormi dans ses bras, s'excusant faiblement de les avoir effrayés. L'histoire se déplaça rapidement vers le palais royal du royaume d'Azur,
où la situation était devenue extrêmement dangereuse. L'Ordre des Saints Chevaliers et l'Armée d'Azur avaient emmené presque toutes les forces d'élite dans une grande expédition, laissant les gardes royaux protégeant la capitale tellement en sous-effectif que même des étudiants inachevés de l'académie militaire devaient être mobilisés pour les gardes. La maison avait été laissée grande ouverte, et l'ennemi semblait le savoir. Au même moment, Frazier parla à Moria d'informations choquantes. La faction du grand ministre prévoyait d'utiliser l'expédition comme une opportunité pour assassiner le prince héritier. Mais avant même qu'il ne puisse discuter d'un contre-plan, un soldat se précipita et rapporta que les barbares du sud avaient envahi la capitale royale. Depuis la fenêtre du palais, de la fumée et des flammes s'élevaient dans le ciel, et Frazier appela d'urgence à mettre le prince en sécurité. Après avoir amené en toute sécurité le nouveau-né prince héritier dans la maison, Frazier révéla faiblement tout le gâchis politique qui brûlait à travers le royaume d'Azur. Le roi actuel était en réalité le frère cadet, bien plus talentueux que le frère aîné qui servait maintenant de grand ministre. Mais comme le roi n'avait pas d'héritier, le trône passerait naturellement au prince héritier, qui était le fils légitime de ce même grand ministre. La naissance de ce bébé avait transformé la faction du frère aîné en un nid de frelons furieux, déclenchant instantanément un complot d'assassinat pour reprendre le pouvoir. Après avoir entendu cela, Eftal n'eut pas besoin d'un raisonnement compliqué. Il réalisa immédiatement que la personne derrière l'attaque n'était autre que son propre père, le duc Alco. Car sur cet échiquier du pouvoir, le duc était celui qui souffrirait le plus si la succession changeait. Le même homme qui traitait normalement son propre fils comme des ordures sans valeur était maintenant prêt à brûler une forêt entière et à tuer un bébé pour des gains politiques. Au lieu de retourner dans la capitale royale sombrant dans le chaos, Eftal décida d'accompagner son frère et Moria pour escorter le prince héritier au-delà de la frontière jusqu'au campement de l'armée principale, car c'était le seul endroit qui pouvait protéger le bébé de la faction du duc. Iria était tellement inquiète qu'elle éclata en larmes, mais Eftal la rassura doucement. Au fond de lui, l'empereur dieu du tonnerre de 400 ans s'était déjà éveillé. Il dit qu'il avait le devoir de protéger ce pays comme il l'avait fait dans sa vie précédente, seulement cette fois, il n'avait pas besoin d'attendre que le roi démon apparaisse. Mais le voyage à travers la forêt de Nil se transforma rapidement en piège mortel. Toute la forêt tomba soudainement dans un silence sinistre, sans chant d'oiseaux ni vent. Puis, de l'obscurité, des soldats du corps de mage de la famille Alco se révélèrent et encerclèrent tout le groupe. Et ils ne s'arrêtèrent pas là, ils mirent également le feu à la forêt pour couper toute route de fuite, comme s'ils avaient déjà préparé la scène parfaite pour que les héros meurent. Quand Frazier réalisa que le groupe était piégé entre le feu derrière eux et le corps de mage devant eux, il refusa d'abandonner. Il sortit seul de sa cachette pour persuader son père, levant les deux mains pour montrer qu'il était désarmé. Frazier supplia le duc Alco d'arrêter tout et de régler cela par le dialogue. Mais en réponse à la sincérité de son fils, le duc ne montra aucune chaleur. Il déclara froidement que Frazier était la chose même qui se dressait sur son chemin, puis ordonna à ses hommes de libérer leur mana, frappant Frazier d'un éclair qui le fit s'effondrer inconscient sur place. Après avoir été témoin de ce moment, Eftal ne retint plus rien. Il s'avança avec des yeux froids comme la glace et dit simplement qu'il allait leur montrer ce qu'était la vraie magie. En cet instant, la mana éclata violemment du corps d'Eftal, faisant trembler le sol sous lui. Il lança un sort que cet air n'oserait jamais croire pouvoir exister. En un seul éclair, toute la forêt en feu fut gelée d'un seul coup, les flammes, les arbres, et même les soldats qui chargeaient vers lui furent transformés en statues massives de glace. L'ampleur de sa magie était si écrasante que même le duc Alco, regardant de loin, ne put que fixer la scène avec la bouche ouverte de terreur, incapable de comprendre comment l'enfant qu'il avait abandonné pendant des années pouvait déchaîner une puissance qui dépassait de loin chaque norme de ce monde. Quant à Eftal, il se tenait calmement dans la forêt gelée comme s'il n'avait accompli qu'un exercice d'échauffement. Et ce n'était que l'acte d'ouverture avant de faire comprendre à son père biologique que l'empereur dieu du tonnerre, la figure légendaire que la famille Alco vénérait jour et nuit, avait en réalité vécu sous leur propre toit pendant les 7 dernières années. Ils étaient simplement trop obsédés par la mesure du talent à travers des tubes à essai pour le remarquer. Au milieu du vaste lac gelé qu'il avait créé, Eftal fit face à l'ensemble du corps de mage Alco avec une expression froide, les regardant comme s'ils étaient un groupe d'étudiants problématiques. Il se moqua d'eux en disant que la magie de l'eau n'était même pas sa spécialité, mais que même ainsi, aucun d'eux ne pouvait lui égratigner un seul cheveu. En entendant cela, le duc Alco devint rouge de fureur et ordonna une attaque à grande échelle. Son orgueil avait déjà été écrasé, mais il n'avait toujours aucune idée de qui il affrontait. L'ensemble du corps déchaîna des flèches explosives de niveau 5 simultanément, et une explosion massive avala la position d'Eftal tandis que le duc observait avec le triomphe dans les yeux. Mais quand la fumée se dissipa, Eftal se tenait toujours immobile comme une statue de pierre, entouré d'innombrables cercles magiques défensifs brillants. Il n'avait même pas pris la peine de bouger. Les mages commencèrent à bégayer d'incrédulité, parce que leur attaque directe la plus puissante n'avait absolument rien fait à un garçon qui n'était pas encore majeur. Rendu fou par le désavantage, le duc Alco cria et leur ordonna d'utiliser l'atout qu'il croyait invincible, l'explosion de tonnerre concentré de niveau 6, un sort au nom grandiloquent qui fila droit vers Eftal.
Mais la seule réponse fut le soupir fatigué d'Eftal et sa critique directe que cet air donnait à ses techniques des noms impressionnants alors que les sorts eux-mêmes étaient ordinaires. Il leva nonchalamment la main et forma un bouclier magique de niveau 7 spécial, effaçant l'attaque pathétique en un instant. Tout le corps cria et l'appela un monstre. Et à leurs yeux, il était encore plus terrifiant qu'un monstre, car au moins les monstres ont habituellement des faiblesses. Eftal ne s'arrêta pas là. Il dégaina son épée et chargea directement dans la formation ennemie, utilisant les techniques de combat rapproché que Frazier lui avait enseignées pour vaincre mage après mage avec facilité. Quand l'un d'eux essaya désespérément de lancer la bombe à émeute de niveau 2, Eftal s'approcha instantanément, le neutralisa et l'envoya valser comme des ordures, tout en se moquant d'eux en disant que leur vraie capacité de combat était pire que celle des élèves du primaire de son ancien ère. C'était une déclaration brutale, mais totalement exacte, car à l'époque de l'empereur dieu du tonnerre, la magie de niveau 2 n'était guère plus qu'un échauffement matinal. Décidant de mettre fin à la plaisanterie, Eftal invoqua un gigantesque cercle magique bleu qui couvrit le ciel. Les mages stupides supposèrent qu'il essayait de contrôler la météo ou de créer de l'électricité statique comme leur petit tour. Mais Eftal ne fit que sourire et déclara avec une force écrasante qu'il contrôlait la foudre. Puis un pilier de tonnerre de niveau 10 descendit des cieux, détruisant la formation du corps en un instant, ne laissant rien que des cendres éparpillées sur la glace. Le duc Alco et un subordonné survivant n'étaient en vie que parce qu'Eftal avait délibérément retenu sa force et créé une barrière protectrice autour d'eux. Le duc le menaçait encore obstinément avec le crime de résistance à l'armée nationale, mais Eftal répondit froidement qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat manqué contre le prince héritier, et qu'éliminer le cerveau était un acte de protection du pays. Il regarda de haut son propre père, un homme prêt à tuer ses enfants pour le pouvoir, et conclut officiellement le coup d'État avec une sentence de pendaison publique pour le duc et Joachim. C'était une fin appropriée pour ceux qui avaient osé cibler le prince héritier et insulter la mère de l'empereur dieu du tonnerre. Après tout cela, Eftal retrouva Frazier en ville. Son frère aîné avait miraculeusement survécu grâce au collier familial, le gardien d'Oberon, qui avait bloqué le coup fatal. Les deux frères s'étreignirent avec joie et soulagement que l'autre soit sain et sauf. Et grâce aux efforts désespérés de Frazier pour sauver le prince héritier, la famille Alco ne fut pas dépouillée de son titre, tandis que Frazier devint officiellement l'héritier. C'était un beau résultat pour le rare frère aîné qui avait choisi la justice au sein d'une famille remplie de complots. Dans une forêt tranquille, Eftal se tint avec Frazier et Moria alors qu'ils nettoyaient le champ de bataille en utilisant des sorts de niveau 7 comme la flamme maléfique et le vent sauvage. Ce n'est qu'alors qu'ils réalisèrent vraiment la terrifiante puissance qu'il avait cachée tout ce temps. Eftal s'excusa, mais bien sûr il ne pouvait pas révéler la vérité sur sa réincarnation. Moria comprit et choisit de garder le secret, l'avertissant de ne jamais utiliser ce pouvoir devant des étrangers afin d'éviter de plonger le monde dans le chaos. Mais malgré tout, Eftal resta ferme dans son unique objectif, il voulait entrer à l'académie de magie, continuer ses recherches et atteindre le sommet de la magie que sa vie précédente avait laissé inachevé. Moria accepta d'entraîner son corps et son escrime jusqu'à ses 15 ans, tandis qu'Eftal sourit brillamment d'espoir, car enfin, le chemin vers la maîtrise de la magie dans sa nouvelle vie s'était vraiment ouvert devant lui. Eftal avait enfin eu 15 ans, l'âge où il était autorisé à choisir son propre chemin. Ce matin-là, Iria peinait à rester composée alors qu'elle se préparait à voir son fils quitter la maison. Elle lui dit qu'il est maintenant assez grand pour poursuivre la vie qu'il veut vraiment, mais que peu importe à quel point il sera fatigué ou découragé, cette maison l'attendra toujours. Eftal étreint sa mère et la remercie de l'avoir élevé pendant les 15 dernières années. Il demande à tout le monde de prendre soin d'eux-mêmes, tandis que Moria tente de cacher ses larmes en prétendant que de la poussière lui est entrée dans les yeux. Même au milieu d'un adieu émouvant, le vieux bretteur rappelle encore à Eftal de ne pas négliger son entraînement. Eftal s'incline profondément devant les trois et commence son voyage. Derrière lui se dresse le foyer où il a grandi. Devant lui s'étend un avenir entièrement façonné par ses propres décisions. Cette fois, Eftal est déterminé à surpasser les limites du talent naturel et à atteindre le sommet de la magie qui lui avait échappé dans sa vie précédente. Sur la route menant à la ville où se tient l'examen d'entrée de l'académie de magie, Eftal s'arrête dans un petit campement pour se reposer. Au moment où il s'assoit, il entend une dispute à la table voisine. Un vieux mage d'une 50aine d'années est agenouillé devant Edward la flamme enragée, un aventurier de rang à inviter dans la ville voisine. Le vieil homme enseigne la magie aux enfants du coin et demande poliment à Edward de consacrer un peu de temps pour les guider. Edward le coupe avant qu'il puisse terminer. Il annonce fièrement qu'il a atteint le rang à seulement 20 ans, tandis que le vieil homme a passé plus de la moitié de sa vie comme un simple mage de rang C. Pour Edward, quelqu'un qui a consacré sa vie à enseigner à des enfants de la campagne n'est même pas digne de lui parler d'égal à égal. Un petit peu de célébrité l'a déjà convaincu que tous les autres existent sous ses pieds. Le vieux mage ravale sa fierté, s'excuse et l'invite au festin de bienvenue de la ville. Edward se sent encore plus offensé, prétendant que son temps est bien trop précieux pour de telles personnes. Il tire alors sur la chaîne reliée au collier d'une jeune fille démon aux cheveux rouges se tenant à côté de lui. Une marque d'esclave créée par Edward est gravée sur son corps, et il déclare fièrement qu'une fois la marque terminée, il pourra forcer de la mana à l'intérieur et lui ordonner d'obéir à chaque ordre.
Il parle comme si la cruauté était un accomplissement magnifique. Les gens autour méprisent clairement ce qu'ils voient, mais aucun d'eux n'ose défier un aventurier de rang A. Cette scène rappelle à Eftal Merlin, la jeune fille démon qu'il avait autrefois sauvée d'un champ de bataille et élevée à la fois comme élève et comme membre de sa famille. S'il avait ignoré ses pleurs sous les ruines tous ces siècles plus tôt, Merlin aurait peut-être elle aussi été réduite à une propriété et passée entre des maîtres cruels. Cette pensée le remplit de dégoût. Même ainsi, Eftal se force à rester patient. La marque d'esclave ne s'est pas encore complètement stabilisée, et la détruire imprudemment pourrait perturber la structure magique et blesser la personne qui la porte. À ce moment-là, des cris éclatent à l'extérieur. Un gigantesque ORC charge dans le campement, fracassant les marchandises et envoyant les civils courir dans toutes les directions. Aucun aventurier dans les environs ne semble assez fort pour y faire face, alors le vieux mage présente immédiatement Edward. Au moment où la foule apprend qu'il est de rang A, la panique cède la place à l'espoir. Chaque visage terrifié se tourne vers lui comme si leur sauveur était déjà arrivé. L'attention ne fait qu'alimenter l'arrogance d'Edward. Il déclare qu'un ORC géant ordinaire n'est qu'un monstre de rang B et donc indigne d'un effort sérieux de la part de la célèbre flamme enragée. Avant d'attaquer, il dit même aux villageois de bien regarder, car des gens d'un endroit aussi reculé ont rarement le privilège d'assister à de la vraie magie. Edward lance le sort de 4e niveau flamme divine, couvrant le corps entier de l'ORC de feu. La foule commence à applaudir, certaine que la bataille est déjà terminée. Puis la fumée se dissipe. Le monstre est toujours debout, presque complètement indemne. Eftal réalise immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un ORC géant ordinaire. C'est un ORC berserk, la variante la plus puissante connue de son espèce, avec des défenses suffisamment puissantes pour résister à la magie de 4e niveau. Edward arrive à la même conclusion et comprend qu'il ne peut pas le vaincre. Au lieu de protéger les civils qui lui avaient fait confiance, Edward crée une barrière autour de toute la foule, les piégeant à l'intérieur avec l'ORC berserk. Il reste en sécurité à l'extérieur et se prépare à fuir. Avec une impudence à couper le souffle, il déclare que quelqu'un d'aussi important que lui ne peut pas se permettre de mourir dans un campement insignifiant de la campagne. Les villageois qui le louaient quelques instants plus tôt devront servir d'appât pendant qu'il s'enfuit. Les gens frappent désespérément la barrière, mais aucun d'eux ne peut la traverser. Derrière eux, l'ORC se tourne lentement dans leur direction. En l'espace de quelques secondes, le héros célébré se révèle être un lâche prêt à échanger des dizaines de vies contre quelques instants de sécurité supplémentaires. Les enfants crient, les adultes protègent leur famille, et Edward continue de s'éloigner comme si chaque personne derrière lui valait moins qu'un seul de ses pas. Eftal lance immédiatement le sort de 6e niveau évangile de l'ange suprême sans incantation. La barrière se brise en d'innombrables fragments, libérant les civils avant que l'ORC ne puisse attaquer. Edward se fiche d'incrédulité. Un adolescent a détruit sa magie en un instant, et Eftal a également utilisé l'invocation sans incantation, une technique que même les sages de cette ère pourraient passer des décennies à essayer de maîtriser. Réalisant qu'il a déjà attiré trop d'attention, Eftal cherche un moyen de vaincre l'ORC sans rien révéler de plus. Son objectif est d'entrer à l'examen comme un candidat ordinaire, pas d'arriver en ville après être devenu le sujet de toutes les rumeurs de la région. Eftal décide de lancer le sort de 3e niveau frappe enflammée en public tout en superposant secrètement un sort de 9e niveau en dessous. Tout le monde croira que l'ORC a été vaincu par de la magie ordinaire de 3e niveau, tandis que le sort caché fera le vrai travail. Malheureusement, le plan n'atteint jamais sa 2e étape. Au moment où la frappe enflammée touche l'ORC berserk, le monstre est complètement incinéré. Edward et les villageois fixent la scène en silence. Même Eftal est surpris. Le sort qu'il avait l'intention d'utiliser comme camouflage a d'une certaine manière accompli le travail de l'attaque de 9e niveau à lui seul. Edward manque de tomber de choc. Le vieux mage examine ce qui s'est passé et explique que bien qu'Eftal n'ait lancé qu'un sort de 3e niveau, la mana a été comprimée avec une précision extraordinaire et la structure magique ne contenait presque aucune imperfection. Sa puissance destructrice réelle était donc comparable à un sort de 5e niveau. Ce n'est qu'alors qu'Eftal comprend pleinement à quel point le contrôle magique a décliné au cours des 400 dernières années. Une technique considérée comme basique dans son ancienne ère suffit maintenant à étonner tous les présents. Il soupçonne que même de la magie de 1er niveau aurait pu vaincre l'ORC si elle avait été utilisée correctement. Espérant toujours éviter l'attention, Eftal prétend qu'il a simplement eu de la chance et touché un point faible. C'est une explication modeste, mais pas particulièrement convaincante après que tout le monde vient de le voir détruire la barrière d'un aventurier de rang A et éliminer un monstre puissant d'une seule attaque. Avant de partir, Eftal se tourne vers Edward et lui ordonne d'apprendre un minimum de respect. Il fait remarquer que le vieux mage de rang C comprend la magie bien mieux qu'Edward. Plus important encore, piéger des civils avec un monstre et les utiliser comme appât constitue une tentative de meurtre. Le fait qu'Eftal ait empêché les morts n'efface pas le crime. Un homme prêt à sacrifier des innocents n'a aucun droit de contrôler la vie d'une autre personne. Eftal ordonne à Edward de libérer la jeune fille démon et de se rendre aux autorités. Son titre de rang A ne peut plus protéger sa fierté. Un seul regard froid d'Eftal suffit à faire baisser la tête à l'homme qui se moquait de tout le monde et à le faire obéir. Edward ne possède plus le courage de résister et accepte chaque exigence. Pour la première fois,
une trace d'espoir apparaît dans les yeux de la fille aux cheveux rouges. Une fois qu'Eftal a confirmé que les civils sont en sécurité, il reprend son voyage vers la ville. Cependant, même après avoir parcouru une distance considérable, il réalise que la jeune fille Damon le suit silencieusement. Qu'il augmente sa vitesse ou change de direction, ses cheveux rouges restent visibles quelque part derrière lui. Elle garde assez de distance pour ne pas le déranger, mais ne le laisse jamais disparaître complètement, comme si elle était terrifiée d'être abandonnée mais tout aussi effrayée à l'idée de s'approcher. Eftal se retourne enfin et lui demande combien de temps elle compte le suivre. La fille tombe immédiatement à genoux et le supplie de devenir son nouveau maître. Eftal en reste sans voix. Il vient de la libérer d'une chaîne, et maintenant elle demande volontairement à emporter une autre. En larmes, elle explique que la marque d'esclave n'a pas complètement disparu. Si elle continue d'errer seule, une autre personne cruelle pourrait établir un nouveau contrat et la forcer à obéir. Tenter de résister à un tel contrat pourrait même la tuer. De son point de vue, choisir quelqu'un de puissant et de confiance est plus sûr que d'attendre qu'un autre monstre comme Edward ne la réclame. Quand Eftal lui demande son identité, elle explique que ses ancêtres ont été vaincus lors d'une guerre ancienne contre l'humanité. Toute leur famille a été réduite en esclavage, et ce statut s'est perpétué de génération en génération. Elle est une descendante de la royauté démoniaque et une parente éloignée de Merlin, l'une des plus grandes mages du royaume démoniaque. Le nom de Merlin fait affluer des souvenirs d'il y a 400 ans. Eftal se rappelle la jeune fille qu'il avait autrefois adoptée, l'élève qui le suppliait constamment de lui enseigner la magie avancée et qui était entrée imprudemment dans une forêt interdite parce qu'elle voulait devenir plus forte aussi vite que possible. Il ne s'attendait jamais à ce que Merlin soit encore en vie, et encore moins à ce qu'elle soit devenue la mage la plus éminente de la race démoniaque. La fille agenouillée devant lui est une parente de l'élève qu'il considérait autrefois comme un membre de sa famille. Avec la marque d'esclave encore présente, Eftal ne peut pas simplement l'abandonner. Il accepte de devenir son maître temporairement afin de la protéger. Cependant, ils précisent qu'ils s'aideront mutuellement en tant qu'égaux plutôt que de continuer la relation abusive qu'elle avait endurée avant. La fille se présente sous le nom d'Anastasia et commence à voyager avec lui. Malheureusement, elle continue d'appeler Eftal, maître, et se comporte avec une obéissance absolue. Les chaînes magiques peuvent être détruites en un instant, mais les habitudes gravées dans l'esprit par des années de souffrance ne peuvent pas disparaître après une seule conversation. Avant la tombée de la nuit, Eftal et Anastasia atteignent la ville où l'examen d'entrée de l'Académie de magie va bientôt avoir lieu. Anastasia est surprise que quelqu'un d'aussi puissant qu'Eftal ait toujours l'intention de passer le même examen que les candidats ordinaires. Eftal ne donne aucune explication détaillée et cherche plutôt un endroit où ils peuvent manger et se préparer pour le lendemain. Il finit par la conduire dans un restaurant coûteux destiné aux clients fortunés. Au moment où ils atteignent la table, Anastasia ignore la chaise vide en face d'Eftal et s'agenouille docilement à ses pieds. Elle baisse la tête et tremble comme quelqu'un qui essaie de devenir l'esclave parfaite. Eftal est immédiatement mal à l'aise et lui dit de s'asseoir sur la chaise. Anastasia répond avec terreur qu'une esclave doit rester en dessous de son maître et n'oserait jamais partager la même table. Réalisant que la persuasion ordinaire ne fonctionnera pas, Eftal utilise la seule forme d'autorité qu'elle comprend actuellement. En tant que son maître temporaire, il lui ordonne de s'asseoir sur la chaise et de profiter du repas avec lui. Leur progrès est interrompu quand un employé annonce que les esclaves n'ont pas le droit de s'asseoir aux tables et que le restaurant ne sert que les membres de la haute société. Il doute également qu'Eftal puisse se permettre le repas. Anastasia s'excuse immédiatement et propose de manger à un étal de rue à la place, révélant à quel point elle s'est habituée à accepter la discrimination sans résistance. Eftal refuse de reculer. Il place une pierre magique précieuse valant plus de 500 pièces d'or sur la table. L'attitude de l'employé change instantanément. L'homme qui était prêt à les jeter dehors s'incline maintenant à répétition, s'excuse et prépare la plus belle section privée du restaurant. Apparemment, la richesse peut réaliser un sort de transformation plus vite que n'importe quel mage. Eftal refuse le changement et commande la meilleure viande disponible, tout en insistant pour qu'Anastasia continue de manger à côté de lui. Face à une table couverte de plats coûteux, elle peine à croire que quelqu'un considéré comme une esclave ait même le droit de toucher la nourriture. Eftal lui dit de traiter le repas comme une véritable présentation entre compagnons de voyage. Pourtant, il essaie de changer plus qu'un corps habitué à la faim. Il veut qu'Anastasia comprenne qu'elle a le droit de s'asseoir à la même table, de choisir ce qu'elle mange et d'être traitée comme un être humain. Elle a vécu sous le contrôle de quelqu'un d'autre pendant si longtemps qu'elle a presque oublié comment exprimer la colère ou une préférence personnelle. Quand Eftal lui demande s'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, Anastasia ne peut même pas comprendre pourquoi son maître se soucierait de ses sentiments. Eftal dit sérieusement à Anastasia qu'à partir de maintenant, elle doit parler honnêtement chaque fois que quelque chose la met mal à l'aise. Rassemblant chaque fragment de courage qu'elle possède, elle tente de le refuser d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Au moment où le mot sort de sa bouche, elle panique, baisse la tête et s'excuse à répétition d'avoir désobéi. Sa peur de la punition est devenue presque instinctive. En regardant cette scène douloureuse et pourtant étrangement maladroite, Eftal comprend que des années de conditionnement ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain. Retirer les chaînes dans son esprit pourrait être bien plus difficile que de détruire la marque sur son corps. Il décide qu'il l'aidera à changer progressivement,
un petit pas à la fois. Le lendemain matin, Eftal achète à Anastasia un nouvel ensemble de vêtements et l'amène à l'académie de magie. La tenue lumineuse la fait paraître complètement différente de l'esclave effrayé qu'il avait rencontré la veille. Une longue file de candidats venus de toute la région attend devant les portes de l'académie. Anastasia suppose qu'elle ne fait qu'accompagner Eftal, aussi est-elle stupéfaite quand il lui dit de passer l'examen elle aussi. Il explique que n'importe qui a le droit de postuler. Si elle réussit, apprend un métier et développe ses capacités, elle pourra éventuellement subvenir à ses besoins au lieu de rester dépendante d'une autre personne pour le reste de sa vie. Eftal l'assure que son potentiel magique dépasse celui de la plupart des candidats devant l'académie. Son jugement se base en partie sur son lien avec la lignée de Merlin et en partie sur l'énorme mana qu'il peut sentir directement en elle. Il n'a pas amené Anastasia à l'examen parce qu'il veut une servante plus compétente. Il lui offre le premier pas vers l'indépendance, lui permettant de construire un avenir qui lui est propre et d'échapper enfin à l'identité qui a emprisonné sa famille pendant des générations. La première épreuve à l'Académie de magie de Krone est annoncée comme une bataille de survie. 16 candidats entrent dans l'arène à chaque tour, et ils sont autorisés à utiliser la magie, les armes et pratiquement toute méthode nécessaire. Quiconque est poussé hors de la plateforme est immédiatement éliminé, et le match continue jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 compétiteurs. Le superviseur est un aventurier de rang B qui semble ravi de pouvoir gagner de l'argent simplement en restant debout à regarder. Les années précédentes, aucun des candidats n'avait été assez impressionnant pour retenir son attention. Quand plusieurs candidats encerclent Eftal, il suppose que la personne à l'apparence la plus faible dans une bataille chaotique deviendra naturellement la première cible. La prédiction vient à peine de quitter sa bouche quand la supposée proie attaque en premier. Eftal renforce ses jambes avec de la magie et fonce à travers le cercle. Chaque coup de pied envoie un autre adversaire hors de l'arène. En quelques instants, les candidats qui l'entouraient gisent hors de la plateforme, tandis qu'Eftal reste calmement debout au centre. L'examinateur réalise rapidement que la situation s'est complètement renversée. Dans un match de survie, la personne qui montre la plus grande force devient bientôt l'ennemi commun. Les 5 candidats restants s'allient donc contre Eftal et Anastasia. Avant qu'ils ne puissent réduire la distance, Anastasia forme un cercle magique, invoque les esprits du vent et lance le sort de 3e niveau baiser de l'esprit du vent. Un pilier d'air violent éclate à travers l'arène, attrape les 5 attaquants et les projette dehors simultanément. Quand le vent se calme enfin, seuls Eftal et Anastasia restent sur la plateforme. Les candidats en attente de leur tour réalisent immédiatement que les capacités d'Anastasia dépassent largement celles d'un candidat ordinaire. L'examinateur peine à cacher son choc avant d'appeler le groupe suivant de 16. Anastasia admet timidement qu'elle a peut-être utilisé un peu trop de puissance. Eftal ne la critique pas et confirme plutôt qu'elle possède un talent magique exceptionnellement rare. Ce qui le préoccupe vraiment, c'est qu'Anastasia a dû réciter une si longue incantation avant d'activer le sort. Il demande si l'incantation est réellement considérée comme obligatoire à l'ère moderne. L'examinateur et tous les gens autour éclatent de rire, supposant qu'Eftal est si ignorant qu'il ne comprend pas le principe le plus élémentaire de la magie. Anastasia explique que les sorts nécessitent évidemment des incantations. Pour quelqu'un qui a vécu pendant l'âge d'or de la magie, cependant, la partie étrange est de s'attendre à ce qu'un ennemi reste immobile pendant qu'un mage récite tout un discours en plein combat. Plutôt que de continuer à argumenter, Eftal lève une main pour faire une démonstration. 4 cercles magiques verts apparaissent autour de lui en même temps. 4 sorts de 4e niveau s'activent sans un seul mot prononcé. D'énormes colonnes de vent traversent l'arène, envoyant tout le monde aux alentours et creusant des trous profonds dans le sol. La plateforme et les murs environnants subissent de sérieux dommages. Eftal avait seulement l'intention de démontrer l'invocation sans incantation et n'a délibérément visé personne, mais la destruction qui en résulte nécessitera des jours de réparation. Anastasia ne peut que fixer la scène, tandis que l'examinateur annonce immédiatement que tous les deux ont réussi le premier tour. Laisser ces deux-là continuer à combattre mettrait probablement l'école en faillite. L'épreuve suivante est un examen écrit tenu dans un immense amphithéâtre. Ayant passé toute sa vie précédente à rechercher la théorie magique, Eftal trouve le contenu extrêmement simple. Sa seule plainte est le nombre incroyable de questions. Même ainsi, il continue à travailler depuis le début du sujet jusqu'à ce que le surveillant annonce que le temps est écoulé. À ce moment-là, Eftal a répondu à tout. Il se plaint que l'examen était absurdement long, ce qui horrifie Anastasia. Elle lui demande s'il a vraiment tenté toutes les questions. Ce n'est qu'alors qu'elle explique que l'examen utilise un format sélectif. Chaque candidat est censé répondre uniquement aux sections liées à sa propre spécialité. Le malentendu d'Eftal produit un résultat qui choque toute l'académie. Dans la salle du conseil des professeurs, les instructeurs fixent le score de 958, incapables d'en croire leurs yeux. Depuis la fondation de l'Académie de Krone, aucun candidat n'a jamais obtenu un résultat aussi élevé. Le nouveau record appartient à Eftal Alco, un nom identique à celui du légendaire empereur dieu du tonnerre, l'un des 4 empereurs. Le directeur de l'Académie soupçonne d'abord qu'Eftal a triché. À ce moment-là, l'examinateur de rang B entre et rapporte ce qui s'est passé dans l'arène. Un sort de 4e niveau à lui seul représente normalement une capacité de niveau diplômé, et pourtant Eftal en a activé 4 simultanément sans incantation.
Même les propres instructeurs de l'académie pourraient ne pas être capables de reproduire un tel exploit. Son témoignage transforme le score de 958 d'une preuve suspecte en preuve d'une existence bien au-delà des standards de l'école. Combiné au nom d'Eftal Alco, le directeur se souvient de l'empereur dieu du tonnerre et commence à se demander si le mage légendaire ne s'est pas réincarné d'une manière ou d'une autre. Le jour où les résultats sont annoncés, Eftal et Anastasia se séparent pour chercher leur numéro d'examen dans la foule. Anastasia trouve rapidement le numéro 588 sur la liste d'admission spéciale. Submergée de bonheur, elle se jette dans les bras d'Eftal devant toute l'académie. Après avoir remarqué que tout le monde les fixe, elle devient écarlate, s'écarte et s'excuse précipitamment. Eftal sourit simplement, la félicite et lui rappelle qu'à partir de ce jour, elle peut enfin vivre comme une étudiante ordinaire. Leur bonheur cède rapidement la place à l'inquiétude quand aucun des deux ne peut trouver le numéro d'Eftal, 589, sur le tableau principal. Ses résultats théoriques et pratiques dépassaient largement les exigences. Eftal se demande brièvement si l'académie a secrètement examiné son aptitude magique et l'a rejeté à cause de son attribut incolore. Anastasia insiste pour dire que son maître n'a pas pu échouer et se prépare à déposer immédiatement une réclamation. Eftal l'arrête, sachant que faire une scène devant la foule ne rendra la situation que plus inconfortable. Heureusement, Anastasia remarque bientôt une annonce encadrée affichée séparément à côté. Eftal n'a pas du tout échoué. Son numéro a été retiré de la liste ordinaire parce qu'il a été admis par une position spéciale exceptionnelle. Il a également été nommé représentant en chef de tous les étudiants admis spécialement. Anastasia estime que le rôle est parfaitement approprié pour quelqu'un avec ses résultats. Eftal a à peine fini de se sentir soulagé avant de réaliser que son plan pour une vie scolaire paisible s'est terminé avant même que les cours n'aient commencé. Les avantages sont certainement généreux. Ses frais de scolarité, son dortoir et ses repas sont entièrement couverts, et il recevra un salaire ainsi que des allocations supplémentaires. En échange, cependant, Eftal doit représenter Krone lors d'événements publics et d'échanges avec d'autres académies. Cette responsabilité contredit directement son objectif d'utiliser discrètement la bibliothèque pour rechercher les limites de la compatibilité magique. Puisque la nomination a déjà été annoncée publiquement, la refuser sera extrêmement difficile. Un problème plus grand apparaît dans le couloir. Alors qu'Eftal passe devant une femme démone aux cheveux blancs, il reconnaît immédiatement Merlin, la jeune élève qui avait autrefois appris la magie sous sa direction et qui est maintenant devenue une adulte. Son apparence a très peu changé par rapport à ses souvenirs. Bien que le corps actuel d'Eftal soit plus jeune, il porte encore plusieurs traits ressemblants à sa vie précédente. Il craint que Merlin ne reconnaisse le professeur qui est censé être mort il y a 400 ans. Si sa réincarnation est exposée dès le premier jour, il sera immédiatement pris dans d'interminables complications. Eftal appelle Anastasia et suggère d'explorer une autre partie de l'académie. En réalité, il effectue un repli discret avant que son ancien élève ne puisse le regarder directement. Les instincts de Merlin restent aussi aiguisés que toujours. Au moment où elle perçoit quelque chose de familier, elle appelle soudainement « Maître » et se met à le poursuivre. Merlin ne prétend pas directement qu'il est l'empereur dieu du tonnerre. Elle demande seulement si Eftal a un lien avec le mage légendaire. Ne voulant pas créer un trouble public qui pourrait menacer son inscription, Eftal prétend ne pas comprendre. Il change brusquement de sujet, dit à Anastasia qu'il a faim et l'entraîne déjeuner. Merlin continue de l'appeler pour qu'il s'arrête, mais Eftal refuse de se retourner. Pour le moment, une excuse maladroite est encore plus sûre qu'expliquer toute une vie d'il y a 4 siècles. Pendant qu'il mange dans l'enceinte de l'académie, Eftal demande pourquoi Anastasia n'a pas reconnu la femme aux cheveux blancs. Elle est choquée d'apprendre que la femme était Merlin et admet qu'elles ne se sont jamais rencontrées en personne. Merlin est la fille de l'actuel roi démon, tandis qu'un ancêtre 10 générations avant Anastasia avait autrefois occupé le même poste. Leur lien est si distant qu'elles ne sont guère plus que des noms sur le même arbre généalogique. Eftal est plus intriguée par la présence de Merlin à Krone. Elle est actuellement directrice de l'Académie de magie d'Altena, il ne devrait donc y avoir aucune raison pour elle d'apparaître ici. La réponse est révélée lors de la cérémonie d'entrée. Le présentateur introduit Merlin comme une invitée d'honneur, et elle monte sur scène pour féliciter les nouveaux étudiants alors qu'ils commencent leur quête de la magie. Une fois qu'Eftal a confirmé qu'elle n'est pas professeure à Krone, il se détend temporairement et prévoit de répondre à ses soupçons discrètement après la cérémonie. Malheureusement, le présentateur appelle soudainement le représentant en chef des étudiants entrants pour prononcer un discours et annonce bruyamment le nom d'Eftal Alco. Des murmures se répandent immédiatement dans la salle à propos du nom partagé avec l'un des 4 empereurs et du record sans précédent à l'examen théorique. Le plan d'Eftal pour éviter la tension s'effondre complètement. Il est forcé de monter sur scène sous le regard direct de Merlin. Après la cérémonie, son statut de représentant étudiant exceptionnel continue d'attirer l'attention. Un groupe d'étudiantes l'entoure rapidement et commence à se présenter, tandis qu'Anastasia est assise à proximité avec une irritation évidente parce qu'elle était la première personne à suivre Eftal. La foule se disperse volontairement quand Merlin approche. Elle place la copie d'examen d'Eftal devant lui et demande de manière inattendue s'il sait ce que signifie la réincarnation. La question frappe directement son secret, mais Eftal continue de prétendre ne pas comprendre tout en étudiant ses intentions.
Merlin explique que la plupart des instructeurs de Krone savent que ces réponses sont correctes. Le problème est qu'aucun d'entre eux ne comprend les méthodes utilisées pour y arriver. Chaque solution sur la copie d'Eftal est basée sur le système de théorie magique d'il y a 400 ans. Pour lui, c'est des connaissances de base. À l'ère moderne, cependant, la plupart de ces connaissances ont été perdues. Ces traces rappellent à Merlin son ancien professeur. Elle admet que la réincarnation semble incroyable, mais elle est certaine que l'Eftal actuel a un lien spécial avec l'empereur dieu du tonnerre. Merlin soupçonne aussi qu'il l'a évité parce que le lien implique un secret qu'il refuse de révéler. Chacun de ces arguments se rapproche de la vérité. Eftal veut désespérément admettre qu'il est le professeur qu'elle a autrefois connu, mais d'innombrables étudiants écoutent encore à proximité. Si la nouvelle se répand que l'empereur dieu du tonnerre est revenu, la vie de recherche paisible qu'il désire disparaîtra à jamais. Réalisant qu'un déni complet ne peut pas expliquer les connaissances anciennes dans son examen, Eftal se penche vers Merlin et invente une autre histoire. Il prétend que l'empereur dieu du tonnerre avait autrefois une amante secrète et qu'ils ont eu un enfant au talent magique exceptionnel. L'enfant a secrètement hérité de toutes ses connaissances avant de se retirer dans les montagnes avec ses futurs descendants pour éviter l'attention du monde. Merlin objecte immédiatement que son maître n'a jamais mentionné de famille cachée. Eftal renforce le mensonge avec un morceau de vérité. Il lui demande si elle sait que l'empereur dieu du tonnerre ne possédait aucune aptitude magique naturelle et portait ce regret toute sa vie. Cette information pourrait nuire à la réputation de l'un des 4 empereurs, si bien que très peu de gens l'ont jamais apprise. Même Merlin doit admettre que des secrets de cette importance sont souvent dissimulés. Eftal se présente alors comme l'héritier de la 13e génération de cette lignée isolée, qui n'aurait supposément jamais interagi avec la société au sens large. L'explication justifie sa connaissance de la théorie vieille de 400 ans tout en lui permettant d'éviter de révéler sa réincarnation. Intérieurement, Eftal s'excuse auprès de son ancien élève d'inventer tout un arbre généalogique directement devant elle. Merlin n'expose pas l'histoire, bien qu'il reste incertain si elle le croit vraiment ou a simplement accepté de protéger son secret. Merlin déclare alors sérieusement que la famille imaginaire décrite par Eftal n'est pas la seule à continuer le chemin de l'empereur dieu du tonnerre. Elle-même n'a jamais cessé de s'entraîner au cours des 400 dernières années. De brefs souvenirs la montrent en train de combattre, d'étudier et d'enseigner la magie à génération après génération, préservant presque entièrement par elle-même le chemin que son professeur avait autrefois ouvert. En cet instant, les retrouvailles deviennent plus qu'une menace pour l'identité d'Eftal. En regardant l'élève qui reste jeune dans ses souvenirs, il réalise qu'il a manqué chaque partie de son voyage de 4 siècles. La curiosité d'un magicien et la sollicitude d'un vieux professeur surpassent progressivement son désir de l'éviter. Eftal veut sincèrement voir jusqu'où Merlin a avancé pendant ces siècles. Merlin mentionne un combat d'entraînement prévu pour l'après-midi et demande s'il compte y participer. Elle l'invite alors directement à l'affronter dans un duel magique. Eftal comprend que refuser aiderait à réduire la tension et préserver sa vie scolaire tranquille. Accepter un défi de la directrice d'Altena, cependant, fera sans aucun doute que toute l'académie se concentrera sur lui. Après un bref moment de réflexion, Eftal accepte le défi. Son désir de tester les résultats de 400 ans d'entraînement de Merlin est devenu plus important que de dissimuler sa force. Se tenant derrière lui, Anastasia sourit discrètement devant sa décision. La nouvelle qu'Eftal, le représentant des nouveaux étudiants, affronterait Merlin se répandit rapidement dans toute l'académie de Krone. Ces combats d'entraînement étaient normalement destinés à montrer aux débutants à quel point ils étaient encore loin des mages expérimentés. Cette année, cependant, l'adversaire était la directrice d'Altena en personne, une légendaire guerrière démon qui était restée au sommet de la magie pendant des siècles. Les tribunes étaient presque entièrement pleines. La plupart des spectateurs s'attendaient à ce que Merlin contrôle le match sans difficulté, tandis que d'autres se demandaient si l'étudiant qui avait pulvérisé le record de l'examen d'entrée pourrait produire une autre surprise. Le commentateur présenta Eftal comme le représentant des étudiants admis spécialement et déclara que Merlin démontrerait le plus haut niveau de magie devant toute l'académie. Des acclamations éclatèrent immédiatement. Plusieurs étudiantes crièrent le nom d'Eftal, ce qui fit rougir Anastasia qui se couvrit les oreilles. Eftal n'y prêta aucune attention. Son regard resta fixé sur la femme aux cheveux blancs de l'autre côté de l'arène. Pour tous les autres, Merlin était une archimage inaccessible. Dans les souvenirs d'Eftal, elle était encore l'enfant impatiente qui le suppliait constamment d'apprendre des sorts avancés et qui était entrée dans une forêt interdite parce qu'elle voulait devenir plus forte aussi vite que possible. 400 ans avaient rendu son expression plus calme, mais le désir de s'améliorer dans ses yeux n'avait jamais changé. Il convint de commencer par un échange d'ouverture. Eftal attaqua en premier. Sans incantation, il lança instantanément la boule de feu explosive de 6e niveau vers Merlin. La boule de feu détonna violemment et engloutit toute la zone où elle se tenait, faisant retenir son souffle au public. Merlin n'avait pas pris l'attaque de plein fouet. Au moment où les flammes l'atteignirent, elle déploya la forteresse parfaite de 7e niveau. Plusieurs couches de barrières magiques bleues stoppèrent toute la chaleur avant qu'elle ne puisse toucher son corps. Eftal approuva sa réaction, tandis que Merlin réalisa qu'elle ne pouvait pas le traiter comme un étudiant ordinaire. Un adolescent capable de lancer de la magie de 6e niveau sans incantation était clairement anormal.
Leur premier échange la força à admettre qu'elle l'avait sous-estimé. Cela la rendit également plus disposée à croire l'histoire qu'Eftal lui avait précédemment racontée, qu'il était le 13e successeur d'une lignée secrète dépositaire des connaissances de l'empereur dieu du tonnerre. Même ainsi, Merlin possédait encore la fierté d'une disciple directe. Eftal avait peut-être hérité de ses connaissances par une lignée cachée, mais elle était la personne qui avait personnellement étudié sous l'empereur dieu du tonnerre original. Elle répondit avec la même boule de feu explosive de 6e niveau. Eftal créa une forteresse parfaite identique à la barrière qu'elle venait d'utiliser, stoppant les flammes. Merlin n'attendit pas que le feu disparaisse. Pendant que la barrière d'Eftal endurait encore la pression de sa première attaque, elle compléta un autre sort de 6e niveau derrière elle. C'était la technique avancée de l'école de l'empereur dieu du tonnerre consistant à enchaîner la magie de haut niveau. Plus un sort était puissant, plus la reconstruction de sa structure magique prenait normalement du temps. Un mage compétent, cependant, pouvait commencer à construire le sort suivant pendant que le précédent était encore actif, lui permettant de lancer de la magie puissante en continu sans incantation ni exposition d'une ouverture majeure. Merlin expliqua fièrement le principe qu'elle avait affiné au cours de plusieurs siècles, sans savoir que l'homme derrière la barrière en était le créateur originel. Eftal ne ressentit aucune irritation en regardant son élève utiliser ses propres enseignements pour prendre l'initiative. Au contraire, il était ravi que Merlin ait transformé ses connaissances en un pur instinct de combat. Il l'informa calmement que son propre temps de reconstruction était également terminé, puis contre-attaqua avec le givre maléfique de 7e niveau. Un air glacial éclata à travers l'arène, scellant les flammes entourant sa barrière et transformant la mer de feu en un bloc massif de glace. Eftal enchaîna immédiatement avec la glace géante de 7e niveau. Une énorme lance gelée se forma à partir du cercle magique et fila droit vers Merlin. Merlin réalisa qu'Eftal avait prévu qu'elle continuerait à utiliser le feu et avait préparé de la magie de glace pour contrer. La vitesse avec laquelle il passa de la défense à l'attaque la surprit même elle. Eftal augmenta encore le rythme, testant jusqu'où son ancien élève pouvait suivre. Merlin dressa une forteresse parfaite de 7e niveau pour bloquer la glace géante. La collision entre deux sorts du même rang fit trembler l'arène. Elle croyait que le raffinement de sa barrière était égal à celui d'Eftal, mais l'énorme lance continuait à pousser en avant. Merlin fut forcé de maintenir la défense à deux mains, et la sueur commença à apparaître sur son visage. Eftal fit calmement remarquer que sa structure défensive contenait encore des faiblesses. Un raffinement presque égal ne signifiait pas que le sort était vraiment sans défaut. Tant que ces imperfections restaient, la forteresse parfaite ne pouvait pas complètement arrêter la glace géante. La façon dont il identifiait chaque faiblesse avec une précision absolue était douloureusement familière. C'était exactement ainsi que son professeur l'a corrigé il y a 400 ans. Des souvenirs revinrent de l'empereur dieu du tonnerre lui disant sévèrement que ses structures magiques étaient encore immatures. Maintenant, cette même sensation d'être complètement comprise était revenue devant un jeune homme qui portait le nom d'Eftal. Merlin changea immédiatement de tactique et déploya deux forteresses parfaites de 7e niveau simultanément. Contrôler plusieurs sorts consommait normalement la majeure partie de la concentration d'un mage et créait une opportunité pour un ennemi d'attaquer. Merlin utilisa délibérément cette faiblesse comme appât. Elle attendit qu'Eftal approche, puis lança une contre-attaque cachée derrière lui. L'explosion fit croire au public qu'Eftal avait été touché. Quand la fumée se dissipa, cependant, il se tenait derrière Merlin. Eftal n'avait pas attendu de recevoir l'attaque avant de réagir. Il avait déjà lu ses intentions et préparé le sort de téléportation de 8e niveau à l'avance, faisant que l'embuscade de Merlin ne frappât que de l'air vide. Une tactique qu'elle avait passé des années à perfectionner fut démantelée par les mêmes principes que son professeur lui avait autrefois enseignés. Plutôt que de se mettre en colère, Merlin rit avec nostalgie. Un homme nommé Eftal, utilisant les sorts d'Eftal et combattant exactement comme Eftal, chaque indice la menait vers une réponse qui aurait dû être impossible. Merlin décida de révéler sa technique la plus puissante. Elle déclara que si Eftal pouvait résister à la prochaine attaque, elle admettrait ouvertement sa défaite. Le marteau du dieu du tonnerre de 8e niveau s'activa, envoyant une foudre dorée depuis les cieux et forçant Eftal à esquiver au ras du sol. Il évita la frappe de justesse mais réalisa immédiatement que ce n'était pas le vrai secret de Merlin. Un seul marteau du dieu du tonnerre hautement raffiné ne suffirait pas pour qu'elle le qualifie de technique ultime développée au cours de 400 ans. Des cercles magiques apparurent alors autour des deux mains et des deux pieds de Merlin. Elle divisa sa conscience pour faire fonctionner 4 sorts de 8e niveau en même temps, maintenant l'assaut de foudre, protégeant son corps et se soulevant au centre d'un énorme réseau électrique. Un mage ordinaire risquait de perdre connaissance simplement en contrôlant 2 sorts en parallèle, et pourtant Merlin maintenait 4 structures de 8e niveau complètement stables. Même pendant l'âge d'or de la magie, Eftal n'avait jamais été témoin d'une technique comme celle-ci. En cet instant, il ne voyait plus Merlin comme la petite fille qui avait besoin de sa protection. Il voyait une mage qui avait créé un chemin entièrement le sien. Des images apparurent dans son esprit, l'enfant qu'il avait autrefois emporté d'un champ de bataille, l'élève s'entraînant aux côtés de son professeur, et l'archimage qui continuait à se battre et à enseigner à de nouvelles générations longtemps après sa mort. Merlin n'avait pas simplement préservé l'héritage de l'empereur dieu du tonnerre.
Elle l'avait développé jusqu'à un domaine que son créateur n'avait jamais imaginé. La fierté d'Eftal pour elle effaça tout désir de cacher sa force ou de terminer le match de manière désinvolte. Il déclara que Merlin avait toujours été la disciple dont il était le plus fier. En tant que son professeur, il répondrait à 400 ans d'efforts avec toute sa puissance. Un énorme cercle magique s'ouvrit le long du bras d'Eftal tandis que Merlin poussait ses 4 sorts de 8e niveau à leur limite. La foudre dorée couvrit le ciel, et toute la puissance du marteau du dieu du tonnerre descendit en une frappe finale. Eftal ne recula pas. La magie de foudre de 10e niveau de l'empereur dieu du tonnerre éclata en un torrent colossal d'électricité bleue. Les deux puissances se heurtèrent au-dessus de l'arène, mais l'équilibre ne dura qu'un instant. La foudre de 10e niveau consuma rapidement l'ensemble du réseau doré de Merlin. La lumière couvrit le champ de bataille, le sol se fendit, et l'onde de choc força les étudiants dans les tribunes à se protéger. Anastasia se recroquevilla également sous le son et la pression écrasante. Entouré par la foudre, Merlin assembla chaque indice depuis le début du combat, la capacité d'Eftal à prédire ses actions, son identification parfaite de ses faiblesses, la technique d'enchaînement de sorts, la téléportation, le système magique ancien et maintenant le sort de foudre de 10e niveau autrefois utilisé uniquement par son ancien maître. L'histoire d'un successeur de 13e génération ne pouvait plus dissimuler la vérité. Eftal refusa de laisser le sort de 10e niveau détruire l'arène. Après avoir surpassé Merlin, il utilisa la dissipation de magie alors que le sort était encore en l'air, démantelant sa structure et renvoyant l'électricité restante en toute sécurité dans l'atmosphère. La foudre ne menaçait plus les personnes alentour. Merlin perdit son vol et tomba sur le sol brisé de l'arène, bien qu'elle restât consciente. Eftal se tenait indemne de l'autre côté. Aucune annonce officielle n'était nécessaire. Le résultat était évident. Merlin s'agenouilla parmi les profondes fissures, respirant lourdement après avoir consommé une énorme quantité de mana, mais la victoire n'avait plus d'importance pour elle. Elle regarda directement Eftal et lui demanda s'il était l'empereur dieu du tonnerre réincarné. Aucun étudiant ordinaire ne pouvait lire un combat de manière presque parfaite, utiliser un système magique d'il y a 400 ans et dissiper un sort de 10e niveau en plein vol. Eftal hésita. Il avait inventé toute une histoire de famille secrète spécifiquement pour éviter ce moment, mais Merlin avait assemblé chaque indice elle-même. Un autre mensonge ne ferait qu'endommager la confiance entre professeur et élève. Eftal admit finalement qu'aucune autre explication ne restait, et que Merlin comprenait la vérité mieux que quiconque. Sa réponse confirma que le jeune homme devant elle était Eftal, l'empereur dieu du tonnerre qui était mort 400 ans plus tôt et qui était revenu dans un nouveau corps. L'atmosphère violente disparut immédiatement. Eftal s'approcha de Merlin et parla avec la voix du professeur dont elle se souvenait. Il loua sa technique finale et admit qu'elle l'avait sincèrement surpris. Il reconnut qu'elle n'avait jamais négligé son entraînement pendant les 400 ans où ils avaient été séparés, puis posa sa main sur sa tête exactement comme il le faisait quand elle était enfant. Merlin rit et pleura en même temps. Entendre ces mots d'approbation suffisait à rendre 4 siècles d'efforts valables. Eftal lui dit de ne pas pleurer comme une petite fille. Merlin répondit que même si elle était devenue une archimage et la directrice d'Altena, elle serait toujours la même enfant chaque fois qu'elle se tiendrait devant son professeur. Leurs retrouvailles dans l'arène en ruine furent interrompues quand Anastasia accourut et appela Eftal son maître. La façon dont elle s'inclina, combinée au collier d'esclave autour de son cou, fit immédiatement que Merlin comprit mal la situation. De son point de vue, son professeur nouvellement réincarné était entré à l'école en gardant ouvertement une esclave démone. Eftal expliqua précipitamment qu'il n'avait jamais opprimé Anastasia. Elle avait souffert dans des circonstances inhabituelles, et il la protégeait et prenait soin d'elle actuellement. Anastasia salua poliment Merlin, qui accepta temporairement qu'il y avait clairement plus dans cette relation que ce qui pouvait être expliqué au milieu de l'arène. Anastasia les avertit alors qu'une foule approchait. Des étudiants et des spectateurs dévalèrent les tribunes. Certains supplièrent Eftal de leur enseigner la magie, tandis que d'autres voulaient que l'étudiant nouvellement admis devienne instructeur. Ils ne savaient pas qu'il était l'empereur dieu du tonnerre réincarné, mais la puissance qu'il avait démontrée suffisait à secouer toute l'académie. Eftal insista sur le fait qu'il voulait seulement vivre comme un étudiant ordinaire et utiliser la bibliothèque pour ses recherches. Merlin l'entraîna immédiatement hors de l'arène, avec Anastasia courant derrière eux et la foule excitée se rassemblant autour du champ de bataille dévasté. Les trois voyagèrent loin de Krone, traversant des routes de montagne et une vaste forêt avant d'arriver à un grand manoir isolé au milieu de la nature. Au moment où Eftal vit le bâtiment, il le reconnut comme la maison où il avait vécu durant sa vie précédente. Chaque pas, chaque mur et chaque partie de la cour ramenaient des souvenirs lointains. Ce qui l'affecta le plus était qu'après 400 ans, le manoir avait été soigneusement préservé. Merlin avait hérité du domaine et protégé chaque trace laissée par son professeur décédé, comme si elle avait refusé de laisser le temps effacer la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Merlin dit à Eftal de se reposer là pendant qu'elle terminerait plusieurs procédures officielles. Sur le papier, elle l'adopterait comme son fils. Cette identité permettrait à Eftal d'utiliser librement les installations de l'académie sous la protection de sa directrice. Eftal ne savait pas comment répondre. 400 ans après leur retrouvaille,
La petite élève qu'il avait autrefois élevée se préparait maintenant à devenir la mère adoptive légale de son professeur. Le vrai plan de Merlin était encore plus grand. Elle utiliserait son autorité pour inscrire à la fois Eftal et Anastasia à l'Académie de magie d'Altona. Eftal pourrait continuer à vivre comme un étudiant, avoir accès à la bibliothèque et aux installations de recherche, et n'aurait plus besoin de cacher son secret à la personne dirigeant l'Académie. Anastasia pourrait aussi continuer à se développer en tant que mage indépendante au lieu de rester comme une servante. Merlin imagina avec enthousiasme aller à l'école avec son professeur, déjeuner ensemble et mener des recherches chaque jour. Elle voulait même lui préparer un nouvel uniforme. Derrière cette excitation se cachait son désir de retrouver une partie des 400 ans qu'ils avaient perdus. Plus Eftal considérait le plan, plus il réalisait qu'Altona était le meilleur choix possible. Elle possédait l'environnement de recherche dont il avait besoin, Merlin avait assez d'autorité pour protéger son secret, et il pourrait continuer à poursuivre la magie tout en vivant comme un étudiant. Eftal accepta finalement de la laisser s'occuper des procédures. Merlin étreignit joyeusement le professeur qui lui était revenu, tandis qu'Anastasia les regardait avec un sourire. L'adoption et l'inscription n'étaient pas encore terminées, mais leur voyage était déjà entré dans une nouvelle étape. Eftal et Anastasia voyageraient vers Altona sous la protection de Merlin, tandis que le manoir préservé pendant 4 siècles deviendrait le commencement de leur nouvelle vie ensemble. Après avoir décidé d'être transféré à l'Académie de magie d'Altona sous la protection de Merlin, Eftal se rappelle soudain que Thunder Iron, l'épée qu'il possédait il y a 400 ans, est toujours conservée dans le vieux manoir. Il emmène donc Anastasia jusqu'à la salle du trésor pour la récupérer. Elle s'inquiète que le gardien ne sache pas qu'ils sont autorisés à entrer, mais Eftal répond calmement qu'il ne fait que récupérer ses propres biens. À peine sont-ils entrés dans le passage qu'un énorme gardien à la peau rouge bloque tout le chemin. Prenant Eftal et Anastasia pour des enfants essayant de s'introduire par effraction pour voler quelque chose, il déclare que personne ne peut aller plus loin et leur ordonne de faire demi-tour avant de recevoir une leçon douloureuse. Eftal dit désinvoltement qu'il est venu parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'il veut. Le gardien explique à haute voix que Thunder Iron est une épée légendaire de rang SSS, supposée avoir été rapportée du château du roi démon par Eftal des 4 empereurs. Elle est si précieuse qu'un mage ordinaire n'a même pas le droit de la toucher. Eftal se souvient très clairement de l'arme. Thunder Iron a autrefois tranché net l'un de ses propres sorts de niveau 10, donc sa puissance mérite pleinement sa réputation. Le gardien rouge insiste sur le fait que seuls Merlin et Eftal des 4 empereurs sont autorisés à entrer. Il refuse de croire que l'enfant face à lui ait le moindre droit de réclamer l'épée. Il qualifie ensuite à plusieurs reprises Merlin de vieille femme et évoque des rumeurs selon lesquelles son maître ne possédait aucun talent magique naturel, suggérant qu'il aurait même pu utiliser des méthodes malhonnêtes pour gagner sa place parmi les 4 empereurs. Eftal ne prête aucun intérêt aux insultes et demande simplement au gardien où se trouve son épée. Le géant rouge la pointe du doigt et le défie de la prendre s'il en est capable. Chaque trésor de la pièce est protégé par une magie défensive, et briser ces sorts devrait exiger des capacités comparables à celles de Merlin. Eftal se dirige vers le râtelier d'armes et lance silencieusement le sort de niveau 8, dissipation complète dispel. La barrière protectrice disparaît immédiatement, et il dégaine calmement Thunder Iron sous le regard médusé et silencieux du gardien. À ce moment exact, Merlin apparaît tout en émanant une quantité effrayante de pouvoirs magiques. Elle dit que même de l'extérieur du manoir, elle a clairement entendu quelqu'un la traiter de vieille femme. Le gardien panique immédiatement et commence à chercher désespérément des excuses. Eftal explique calmement qu'il s'est rappelé que son épée était toujours stockée là et qu'il est venu la récupérer. Merlin est surprise d'apprendre que son maître a également étudié le maniement de l'épée durant sa nouvelle vie. Eftal promet de lui enseigner dès que l'occasion se présentera. Après avoir vu le respect de Merlin envers Eftal, s'être rappelé du sort de niveau 8 lancé sans incantation, et avoir comparé tout cela avec l'attitude et la présence du jeune garçon, le gardien réalise enfin que la personne en face de lui est la réincarnation d'Eftal des 4 empereurs. Il tombe à genoux et supplie qu'on lui pardonne son manque de respect. Eftal ne le punit pas. Il explique simplement qu'Anastasia et lui vivront désormais dans le manoir et ordonne au gardien de se souvenir d'eux pour que cela ne se reproduise plus. Le gardien acquiesce en hâte et supplie Eftal de le sauver de la colère de Merlin. Eftal ne peut que soupirer et admettre qu'il ne peut rien faire. Merlin l'avertit froidement que si jamais le gardien la traite à nouveau de vieille femme, elle l'effacera si complètement qu'il n'en restera pas le moindre fragment. Les 3 quittent ensuite la salle du trésor avec Thunder Iron, abandonnant le gardien tremblant aux conséquences de ses propres paroles. Plus tard, Merlin emmène Eftal et Anastasia dans le quartier commerçant pour faire fabriquer leurs uniformes scolaires. En se promenant dans les rues familières, Eftal est surpris de constater que plusieurs magasins se trouvent presque au même endroit et ont conservé une grande partie de leur apparence d'antan, 400 ans plus tard. Dans la boutique de tailleur qui confectionnait autrefois les rideaux de la chambre de Merlin, Anastasia rougit pendant qu'on prend ses mesures, tandis qu'Eftal lit calmement un livre en attendant. Une fois la commande terminée, une employée leur parle d'une chasse au trésor organisée à l'échelle de la ville. Les participants peuvent garder les objets qu'ils trouvent, et celui qui en accumule le plus gagne. Le grand prix est un séjour dans une station thermale. Merlin s'y intéresse immédiatement, et Anastasia trouve que l'événement a l'air divertissant.
Eftal se contente de dire qu'il va y réfléchir, ayant déjà compris que son élève s'intéresse bien plus aux vacances qu'au trésor lui-même. Peu de temps après, tous les trois se tiennent devant l'affiche de l'événement. Merlin déclare qu'ils doivent participer et remporter la première place. Eftal se dit qu'un peu de relaxation de temps en temps ne serait pas une mauvaise chose et accepte. Pendant ce temps, Anastasia ne cesse de fixer la figurine dorée représentée sur l'affiche en rougissant. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas particulièrement intéressée par les sources chaudes, mais continue de cacher la véritable raison de sa réaction. Selon le règlement, chaque trésor est recouvert d'une magie de dissimulation, Conceal Magic, et est donc presque impossible à localiser à l'œil nu. Anastasia suggère d'utiliser la dissipation complète comme Eftal l'a fait pour récupérer Thunder Iron, mais il rejette immédiatement l'idée. Le sort couvre une zone trop vaste. Le lancer au milieu de la ville pourrait effacer des magies de protection ou de fonctionnement qui n'ont rien à voir, plongeant tout le quartier dans le chaos. Eftal décide d'interférer uniquement avec les sorts de dissimulation placés sur les trésors par les organisateurs. Il doit identifier les sections exactes de la structure magique qui ont été altérées et les isoler des innombrables autres sorts fonctionnant dans toute la ville. Il lance alors le sort de niveau 5, Interférence magique, Magic Interference. De nombreux cercles magiques bleus apparaissent, faisant briller les statues dorées cachées et révélant leur position. Eftal trouve rapidement des statues dissimulées dans une petite maison, dans une zone de stockage, en haut d'un arbre et sous un pont. Son sort ne fait que révéler les trésors, il doit donc encore se rendre à chaque endroit et les ramasser lui-même. Cependant, une fois chaque cachette démasquée, l'issue est pratiquement scellée. Eftal se déplace sans s'arrêter et en rassemble un nombre écrasant avant même que les autres participants ne comprennent ce qui se passe. En vérité, laisser Eftal participer revient à demander à un élève de terminale de faire un concours d'arithmétique de cours préparatoire. Les organisateurs feraient bien de revoir l'équilibrage de cet événement. Le groupe remporte les billets pour la station thermale. Merlin est ravi que son plan de vacances ait réussi, tandis qu'Anastasia serre fort contre elle une statue dorée d'un enfant souriant. Quand Eftal lui demande pourquoi elle l'aime tant, elle rougit et avoue que le visage souriant de la statue lui ressemble. L'objet qui avait attiré son attention dès le début n'était pas le Grand Prix, mais quelque chose qui lui rappelait la personne qui l'avait sauvé. Ce soir-là au manoir, Merlin trouve Eftal en train de prendre le thé. Elle dit qu'elle a récemment pris un bain avec Anastasia et qu'elle voulait vérifier si la jeune fille était physiquement apte à rester aux côtés d'une personne aussi illustre que son maître pour s'occuper de lui. La formulation suggestive laisse Eftal sans voix. Il insiste fermement sur le fait qu'Anastasia et lui n'ont pas le genre de relation que Merlin s'imagine. Merlin s'excuse et passe enfin au véritable sujet. Pendant qu'elle se baignait, Merlin a vu une marque d'esclave inhabituelle sur le corps d'Anastasia. Sa structure est beaucoup plus complexe et dangereuse que celle d'une marque ordinaire. Elles ne savent pas encore comment elle fonctionne, quelles conditions l'activent, ni qui pourrait être capable de la contrôler. Garder quelqu'un avec une telle marque à proximité équivaut à conserver une bombe à retardement dormante. Merlin ne pense pas qu'Anastasia ait l'intention de leur faire du mal. Elle craint plutôt que le danger dormant dans le sort ne s'active soudainement sans préavis. Eftal a toujours l'intention de garder Anastasia à ses côtés. Il déclare calmement que la décision lui appartient et ne changera pas. Il a autrefois sauvé Merlin d'un champ de bataille malgré son sang de démon, et il ne peut pas aujourd'hui abandonner Anastasia à la solitude simplement parce qu'elle pourrait représenter un danger. Merlin reconnaît que l'empereur dieu du tonnerre a déjà pesé les risques et n'insiste pas davantage, même si la menace posée par la marque reste entière. Le lendemain, Eftal et Anastasia font leur entrée à l'académie de magie d'Altona vêtus de leurs nouveaux uniformes. Ils deviennent immédiatement le centre d'attention. L'académie est fréquentée presque exclusivement par des démons, donc un humain marchant au milieu d'élèves dotés de cornes et d'oreilles pointues attire naturellement les regards. Anastasia lui explique qu'il est normal que tout le monde le fixe, tandis qu'Eftal s'en moque éperdument. Tant qu'il peut continuer à étudier la magie, il acceptera n'importe quel environnement. Son unique souhait reste d'avoir une vie paisible en tant qu'élève ordinaire. Ce rêve commence à s'effondrer dès l'instant où ils entrent dans la salle de classe. De nombreux élèves sont sous le choc en découvrant que le nouvel arrivant est un humain, et plusieurs d'entre eux décrivent ouvertement Eftal comme le membre d'une race inférieure. Un garçon aux cheveux argentés se plaint même de la désagréable odeur soi-disant propre aux humains. Anastasia serre les poings de colère, mais Eftal lui dit calmement de s'asseoir et refuse de répondre aux insultes. L'élève aux cheveux argentés suppose qu'Eftal doit être issu d'une famille influente et qu'il a utilisé de l'argent ou des pistons auprès de l'administration pour bénéficier d'un traitement de faveur. Abbé Porte se lève également et exige de savoir comment un humain pourrait bien suivre le programme d'Altona. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une académie d'élite à la compétition féroce, fréquentée par des races dotées d'aptitudes magiques supérieures. À ses yeux, Eftal n'a rien à faire là. Une elfe blonde affirme qu'elle ne fait aucune discrimination fondée sur la race et ne juge les gens que sur leurs capacités. Elle se contredit immédiatement en déclarant que son orgueil d'elfe d'élite ne lui permet pas d'étudier aux côtés d'un humain incapable d'utiliser une magie correcte. Elle ordonne ensuite à Eftal de ne pas attirer l'attention, bien qu'elle l'ait jugé avant même d'avoir vu ses capacités réelles. Ces élitistes suffisants n'ont aucune idée qu'Eftal pourrait tous les balayer d'un simple revers de la main.
Eftal médite sur leurs paroles et reconnaît que les démons et les elfes possèdent généralement de meilleures aptitudes magiques naturelles que les humains. Son talentueux frère aîné Phrasier ne peut utiliser que de la magie de niveau 2, tandis qu'Anastasia, qui se décrit sans cesse comme faible, peut déjà lancer des sorts de niveau 3. Cependant, une différence générale entre les races ne peut déterminer les limites de chaque individu, et cela ne donne à personne le droit de prendre les autres de haut. Eftal lui-même en est la preuve la plus éclatante. Bien que ne possédant aucune aptitude magique à la base, il a autrefois atteint le niveau 10 et est devenu l'empereur dieu du tonnerre. La magie a fortement décliné au cours de ces 400 ans, mais les préjugés contre les humains semblent presque inchangés. L'affrontement prend temporairement fin lorsque Merlin ordonne à tout le monde de regagner sa place. Contre toute attente, elle annonce qu'à compter d'aujourd'hui, elle sera personnellement leur professeur principal. La classe entre immédiatement en ébullition, car personne ne s'attendait à ce que la directrice d'Altena enseigne elle-même à une classe ordinaire. Abbé suppose que Merlin est venu après avoir entendu parler de ses faits d'armes et se présente fièrement comme l'élève le mieux classé. Elle lui répond sèchement que personne ne lui a rien demandé. Merlin pointe directement Eftal du doigt et confirme sa présence par le fait qu'aujourd'hui est son premier jour à l'académie. Tous les regards de la classe se tournent immédiatement vers le jeune humain, et le plan d'Eftal visant à passer inaperçu vole en éclats sur le coup. Abbé ne peut accepter qu'un humain suscite plus d'attention que lui et continue d'insister sur le fait qu'Eftal doit être le descendant d'un personnage puissant. Ses préjugés l'empêchent d'envisager la possibilité qu'Eftal possède tout simplement des capacités extraordinaires. Merlin répond froidement qu'un mage qui ne voit le monde qu'à travers ses préjugés reste insignifiant, peu importe son classement académique. Elle ordonne à toute la classe d'observer attentivement Eftal, car le rencontrer pourrait leur donner l'occasion de balayer leurs idées reçues sur les humains. Les élèves la regardent, stupéfaits. Pour eux, Eftal ne semble être rien de plus qu'un humain issu d'une race soi-disant inférieure, ce qui rend la déclaration de Merlin totalement absurde. Par la suite, Abbé et deux de ses amis encerclent Eftal et exigent de savoir qui il est et pourquoi Merlin se déplacerait en personne simplement parce qu'il s'est inscrit. Il se base uniquement sur des rumeurs non confirmées. Il mentionne que Merlin a autrefois ouvert des classes pour des enfants humains et prétendent qu'elle est particulièrement attentionnée envers les jeunes hommes attrayants. À partir de ces histoires, Abbé en conclut qu'Eftal n'est qu'un favori bénéficiant d'un traitement de faveur pour le bon plaisir de Merlin. Eftal ne tente pas de se défendre, même si l'âme d'homme d'âge mûr qui réside en lui commence à comprendre ce que l'on ressent face aux brimades verbales d'une cour de récréation. Merlin commence le cours par la sélection des représentants pour une compétition à venir entre les classes. La plupart des postes ont déjà été attribués, il ne reste plus que le rôle d'épéiste magique. Ce poste influencera considérablement les évaluations futures, et les élèves peuvent soit se porter volontaires, soit désigner quelqu'un d'autre. Dès qu'Eftal entend parler de compétition, il se tasse sur son bureau et essaie de se faire le plus discret possible. Il ne veut pas participer car il sait qu'entrer dans un concours pourrait réveiller la nature intensément compétitive de son ancienne vie. Si cela arrivait, son projet de dissimuler son pouvoir et de vivre paisiblement s'effondrerait à coup sûr. Abbé se porte volontaire, et la classe le soutient rapidement car son niveau à l'épée compte parmi les meilleurs. L'elfe blonde déclare elle aussi que le choix est déjà une évidence. Eftal se détend, pensant que quelqu'un d'autre a hérité de cette embêtante responsabilité, mais Merlin demande alors si quelqu'un souhaite proposer un autre candidat. À cet instant précis, contre toute attente, Anastasia lève la main. Eftal suppose d'abord qu'elle souhaite participer elle-même, mais la jeune fille aux cheveux rouges se trouble. Elle manque de l'appeler son maître devant toute la classe et se corrige en hâte. Après avoir rassemblé son courage, Anastasia propose officiellement le seigneur Eftal pour le poste d'épéiste magique. La classe entre aussitôt en ébullition. Merlin est tellement ravi qu'elle peine à dissimuler son sourire. Abbé fixe Eftal d'un regard lourd d'intensité, tandis que le nouvel élève désigné reste pétrifié par l'incompréhension. Anastasia vient de le plonger la tête la première dans la compétition exacte qu'il avait passé toute l'heure à essayer d'éviter. Le mélange de mignonnerie et d'enthousiasme d'Anastasia laisse l'âme ancienne qui sommeille en Eftal à 3 parts d'inquiétude et 7 parts d'impuissance. Pour sélectionner le représentant de la classe en tant qu'épéiste magique, les élèves décident de régler l'affaire par un duel, et la magie est totalement interdite. Sur le papier, cela signifie que le grand mage réincarné devra enfin se mesurer avec de simples capacités humaines. Le problème, c'est que la définition de l'ordinaire selon Eftal n'a jamais été particulièrement normale. Dès qu'Abbé dégaine son épée, il se met à se vanter et regarde ouvertement Eftal de haut, comme un humain inférieur. Eftal ne se met pas en colère. Au contraire, il trouve qu'Abbé a l'air raisonnablement fort et prépare tranquillement un petit scénario parfait, il lancera un coup de pied léger en guise d'appât, Abbé l'esquivera, ils échangeront quelques coups d'épée, puis Eftal choisira le bon moment pour perdre naturellement, sans attirer l'attention. C'est un bon plan. Malheureusement, l'autre acteur refuse de suivre le script. À l'instant où Eftal lève la jambe, Abbé échoue à esquiver, encaisse le coup de pied de plein fouet et s'écrase face contre terre. Il n'a même pas l'occasion de brandir son épée avant que Merlin ne déclare Eftal vainqueur. Toute la classe passe instantanément du mépris à l'incrédulité. Abbé était censé être l'un des élèves les plus forts, pourtant Eftal l'a réglé en un seul coup. Naturellement,
les élèves commencent à échafauder leurs propres théories. Ils spéculent que Merlin doit chercher à réformer le programme d'épéiste magique de l'Académie. Les humains sont peut-être faibles en magie comparés aux autres races, mais ils peuvent exceller au combat rapproché. Peut-être Eftal est-il un épéiste spécial recruté pour tester une nouvelle méthode d'entraînement. Le fait que Merlin soit personnellement devenu leur professeur principal est rapidement invoqué comme preuve supplémentaire. Plus ils en parlent, plus leur théorie leur semble convaincante. Eftal se rend compte que les détrompés créeraient probablement encore plus de problèmes, alors il laisse simplement le malentendu grandir et hoche la tête comme s'ils avaient tout compris. Ce soir-là, au manoir, Anastasia dîne avec Eftal et revient sur le duel de l'après-midi. Elle le félicite d'avoir vaincu un adversaire aussi fort avec autant de facilité. Eftal répond avec désinvolture qu'Abbé s'est révélé bien plus faible qu'il ne l'imaginait. Anastasia ne rit pas. Après avoir hésité un moment, elle lui demande ce qu'il ferait s'il se retrouvait un jour face à une situation que la force seule ne pourrait résoudre, peut-être même un destin tragique qui semblerait impossible à combattre. Eftal réfléchit avant de répondre que tout ce qu'il pourrait faire, ce serait continuer d'essayer, travailler assez dur pour ne jamais se retrouver dans une situation où plus rien ne pourrait être sauvé. Même si ce qui se dresse devant lui ressemble réellement à un mur infranchissable, il chercherait quand même un moyen de le franchir. Après tout, l'une des raisons pour lesquelles il existe à cette époque est justement de dépasser les limites qu'il avait autrefois arrêtées dans sa vie précédente. En entendant cela, Anastasia ne fait que se sentir encore plus éloignée de lui. Au fond d'elle-même, elle se considère toujours comme une esclave. Depuis qu'Eftal l'a sauvée, elle a l'impression de n'avoir presque rien apporté, et plus il se montre gentil avec elle, plus elle se sent redevable. Des années de conditionnement lui ont appris que rembourser quelqu'un signifie offrir une obéissance absolue, comme on l'attend d'une esclave. Eftal l'arrête immédiatement, lui fait comprendre qu'il perçoit sa gratitude, et lui dit qu'elle n'a pas besoin de le rembourser en continuant à vivre selon cet ancien état d'esprit. Simplement partager un repas ordinaire à la même table qu'elle le rend bien plus heureux que de la forcer dans une nouvelle forme de servitude. Anastasia le fixe, incapable de comprendre comment quelque chose d'aussi simple pourrait suffire. Eftal ne la sermonne pas davantage. Il se contente de faire remarquer que la viande refroidit. Anastasia retourne tranquillement à table, et quand Eftal goûte le plat et dit qu'il est bon, elle s'illumine aussitôt. C'est un dîner ordinaire, mais pour Anastasia, cette normalité même lui est étrangère. Ce qu'Eftal a essayé de lui donner n'a jamais été un maître plus gentil. C'était l'idée qu'elle a le droit de vivre en tant que personne. Juste au moment où l'atmosphère commence enfin à se détendre, Merlin et le gardien du trésor découvrent que plusieurs objets précieux ont disparu. Anastasia est également introuvable au manoir. Le gardien admet qu'il l'a laissé passer parce qu'il la considérait comme quelqu'un de familier. Merlin se souvient aussitôt de la marque d'esclave spéciale dissimulée sous l'ancienne marque d'Anastasia. Le vol et sa disparition survenant simultanément signifient que le danger qui n'existait jusque-là qu'à l'état de possibilité commence à se révéler. Merlin explique à Eftal que les contrats d'esclavage ordinaires ont tout de même des limites. Un maître ne peut pas simplement ordonner à un esclave de commettre des crimes ou de sauter la vie sans restriction. La marque d'Anastasia, cependant, est une formule interdite capable de contourner ces garde-fous. Merlin demande à son enseignant ce qu'il compte faire. Eftal donne une réponse simple, il va la briser. Merlin le met aussitôt en garde, ce n'est pas le genre de magie qui peut simplement être effacée. Par le passé, une petite nation entière a été dévastée par un être vénéré comme un dieu après que des gens ont tenté de briser un contrat similaire. Le pouvoir qui garantit la formule provient d'une créature liée par contrat, révérée comme une entité divine. Libérer Anastasia pourrait donc signifier affronter cet être directement. Si Eftal échoue, même la nation qu'il a autrefois protégée pourrait être entraînée dans les conséquences. Merlin ne comprend pas pourquoi son enseignant prendrait un risque aussi énorme pour quelqu'un qui semble avoir volé leur trésor et s'être enfui. Eftal, cependant, ne voit pas la situation comme une simple trahison. Il y a longtemps, il a sauvé Merlin d'un champ de bataille alors qu'elle était une démone. Son principe n'a pas changé, une fois qu'il tend la main pour sauver quelqu'un, il compte assumer cette responsabilité jusqu'au bout. Plus important encore, Eftal ne croit pas qu'Anastasia soit du genre à lui tourner le dos aussi facilement. Cette confiance peut sembler purement émotionnelle, mais il ne s'appuie pas uniquement sur la foi, il avait déjà placé une magie de traçage sur les trésors les plus précieux. Il sauve peut-être les gens par confiance, mais apparemment il garde tout de même une sécurité appropriée sur ses biens de valeur. Grâce à ces marqueurs, Eftal sait exactement où Anastasia transporte les objets volés et part immédiatement la ramener. Pendant ce temps, Anastasia est arrivée dans un autre manoir. Devant elle se tient un démon aux cheveux blancs qu'elle salue en l'appelant maître. Il est extrêmement satisfait des trésors qu'elle a apportés, y compris des objets appartenant à la fois à Merlin et à Eftal. Ce qui attire le plus son attention, c'est Faire-Tonnerre, l'épée légendaire vieille de 400 ans. Dès qu'il la tient en main, il reconnaît que l'arme dépasse largement un simple trésor. Il l'interroge alors sur Eftal, cet humain qui vient tout juste d'entrer à l'académie mais qui est déjà devenu assez puissant pour attirer l'attention de la famille Porte. Anastasia ne peut qu'admettre que même elle n'aurait jamais imaginé Eftal aussi fort. Ce qui la préoccupe bien davantage, cependant, c'est la promesse qui pèse sur sa famille depuis des générations. En comptant les 3 reliques que sa sœur aînée avait obtenues par le passé,
la génération d'Anastasia vient enfin de livrer les 5 trésors requis. Elle demande prudemment si cela signifie que son obligation est terminée. L'homme aux cheveux blancs confirme que le quota de 5 objets pour cette génération est effectivement rempli. Puis il détruit aussitôt l'espoir qui venait de naître. Accomplir le quota et retirer la marque d'esclave spéciale sont deux choses entièrement séparées. La malédiction attachée à la lignée Branova ne disparaîtra pas. Si Anastasia a un jour des enfants, la marque se transmettra à la génération suivante. Il lui dit d'attendre jusqu'au matin pendant qu'il discute avec son père de ce qu'il convient de faire d'elle. Ce n'est qu'une fois de retour seul dans sa chambre que le masque obéissant d'Anastasia s'effondre enfin. Elle admet que chaque visite dans cet endroit, après avoir volé un objet ou fait un rapport de mission, la rend malade. Cette fois est pire que toutes les précédentes, car la personne qu'elle a trahie est Eftal, la première personne à avoir tiré une chaise pour l'inviter à s'asseoir à ses côtés, à lui avoir acheté de nouveaux vêtements, à l'avoir emmené à l'académie, et à lui avoir dit qu'elle pouvait décider de son propre avenir. Anastasia ne peut que se dire que ce sera la dernière fois, qu'une fois tout terminé, elle sera enfin libre. Puis les souvenirs de sa sœur aînée reviennent. Quand Anastasia était petite, elle ne comprenait jamais pourquoi sa sœur se montrait si froide durant les rares fois où elle rentrait à la maison. Toutes deux se disputaient presque immédiatement. Sa sœur disait des choses cruelles et affirmait même que la vie aurait été plus facile si Anastasia n'était jamais née dans cette famille. Pourtant, juste après, elle donnait tranquillement l'argent qu'elle avait gagné à leur père pour que le foyer puisse survivre. Leur père ne pouvait que s'excuser d'avoir forcé sa fille à endurer tant d'épreuves. Mais pour la jeune Anastasia, tout ce qu'elle voyait, c'était une sœur aînée qui disparaissait pendant des mois, revenait vêtue de beaux habits, remettait de l'argent, puis repartait. Elle n'avait aucune idée de ce que ces voyages impliquaient réellement, et ne comprenait pas pourquoi sa sœur semblait déterminée à la repousser. Dans un accès de colère enfantine, Anastasia a un jour crié qu'elle détestait sa sœur et qu'elle ne voulait plus jamais qu'elle revienne. Sa sœur l'a seulement regardée avec tristesse, lui a offert un dernier sourire, puis s'est détournée. Cette expression est restée gravée dans la mémoire d'Anastasia, car elle n'avait jamais pu la comprendre. Ce n'est qu'après que sa sœur soit rentrée un jour, incapable de poursuivre sa mission, et soit finalement décédée, que la vérité a fini par émerger. Pour la famille Porte, sa mort n'a jamais été traitée comme la perte d'une vie humaine. Ils n'y voyaient qu'un poste vacant dans leur système de collecte de trésors, qu'il fallait combler par quelqu'un de nouveau. La personne choisie pour la remplacer fut Anastasia. Encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait, Anastasia fut emmenée à un rituel alors qu'elle se débattait et suppliait qu'on l'aide, face à des ordres froids et indifférents. Ce n'est qu'une fois la procédure achevée qu'on lui annonça que la marque d'esclave spéciale avait été transférée à sa nouvelle porteuse. À partir de ce moment, Anastasia devint l'esclave exclusive de la famille Porte et hérita de l'obligation laissée par sa sœur. Chaque génération de la famille Branova était tenue de livrer 5 trésors. La personne portant la marque devait utiliser sa position d'esclave pour accéder à des lieux contenant des artefacts magiques et les voler pour le compte des Portes. La sœur d'Anastasia avait porté ce fardeau pendant des années et avait finalement perdu la vie avant d'avoir jamais pu véritablement échapper à cette chaîne. Ce n'est qu'alors qu'Anastasia comprit enfin pourquoi sa sœur s'était toujours montrée si cruelle envers elle. Elle savait que la mission pouvait la tuer à tout moment, alors elle avait délibérément porté seule cette responsabilité et avait essayé d'éloigner sa jeune sœur. Peut-être que si Anastasia la détestait suffisamment, alors, quand le pire finirait par arriver, la douleur serait plus facile à supporter. C'était une forme maladroite de protection, la plus cruelle de toutes envers celle qui protégeait, et Anastasia n'en reconnut l'amour qu'après avoir perdu toute chance de dire merci. Tous les mots durs qu'elle avait lancés à sa sœur devinrent les choses qu'elle souhaitait le plus désespérément pouvoir reprendre. Elle ne pouvait que pleurer et s'excuser auprès de quelqu'un qui ne pouvait plus l'entendre. Pendant des années, Anastasia continua à endurer ce fardeau parce qu'elle croyait que la malédiction des Branova trouvait son origine dans les crimes de ses ancêtres. L'histoire qui lui avait été transmise affirmait qu'il y a environ 400 ans, les Branova avaient déclenché une guerre contre les Portes, assassiné des membres de leur propre peuple, et fini par perdre. Leurs descendants portaient donc la marque d'esclave en guise de punition. Croire cette histoire permettait à Anastasia de se forcer à accepter l'injustice. Peu importe à quel point les choses devenaient douloureuses, elle se disait que c'était une dette que sa famille méritait de rembourser. De retour dans le présent, cependant, la personne qui se tient devant elle n'est autre qu'Abbé Porte, ce même adversaire qu'Eftal a mis à terre d'un seul coup de pied ce matin-là. Ici, il n'est plus simplement un élève arrogant. Il est l'une des personnes qui tiennent la chaîne ayant contrôlé toute la vie d'Anastasia. Abbé lui dit directement que tant que la marque d'esclave existera, Anastasia n'aura pas le droit de choisir son propre avenir. Même si sa génération a déjà livré les 5 trésors, elle doit continuer d'obéir aux Portes. Éventuellement, on s'attendra à ce qu'elle transmette la marque à la génération suivante, et ce n'est qu'une fois que quelqu'un d'autre aura hérité de ce fardeau que son rôle sera considéré comme accompli. La liberté promise par les Portes n'en a jamais été une, elle signifiait simplement forcer chaque génération à transmettre la même prison à la suivante. Anastasia proteste immédiatement. Sa sœur a sacrifié toute sa vie. Sa famille a souffert génération après génération. Si la malédiction continue simplement pour toujours, alors à quoi toute cette souffrance était-elle censée servir ?
Abbé révèle alors la vérité la plus cruelle de toutes, l'histoire que la famille Branova a apprise pendant 400 ans est un mensonge. C'est Porte qui a déclenché la guerre à l'origine. Après avoir provoqué le conflit et fini par le remporter, ils ont rejeté la responsabilité du massacre de leur propre peuple sur les Branova, puis ont transformé cette fausse accusation en justification pour imposer à toute la lignée rivale un contrat d'esclavage héréditaire. Les vainqueurs n'ont pas simplement réécrit l'histoire. Ils ont forcé les descendants de la famille vaincue à rembourser un crime qui ne leur avait jamais appartenu. Abbé ajoute froidement que lorsque la sœur d'Anastasia a appris la vérité, elle portait la même expression de désespoir qu'Anastasia affiche maintenant. Tout ce qui permettait à Anastasia de tenir s'effondre soudainement. Ses ancêtres n'étaient pas des gens qui méritaient d'être maudits. Sa sœur n'est pas morte en remboursant une dette légitime. Toute la famille Branova a été forcée de s'incliner pendant des siècles à cause d'un mensonge répété de génération en génération. Pire encore, Anastasia vient de trahir la première personne qui voulait sincèrement sa liberté, pour accomplir un accord qui n'avait jamais eu l'intention de la libérer. Abbé s'appuie calmement sur l'autorité de la marque d'esclave pour la ramener de force au rôle que Porte lui a assigné. Tant que la marque subsiste, lui dit-il, elle peut fuir où elle veut, mais elle sera toujours ramenée de force vers celui qu'on appelle son maître. Anastasia ne peut que rester figée, écrasée sous une vérité qui vient de détruire tout le destin qu'elle s'était forcée à accepter. Pendant ce temps, Eftal suit déjà la magie de traçage attachée au trésor volé et se dirige droit vers l'endroit où elle est retenue.